Bienvenue à l'Assistant Coach, podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon et je suis accompagné de Marc-André Morisseau. Comment ça va, coach? Ça va super bien. Puis toi, coach? Ça va super bien. Hey, pour de vrai, grosse semaine de football, beaucoup de blessures. Toi, est-ce que ta santé va bien? Ma santé va bien. On avait hypé beaucoup cette semaine dans notre revue de match la semaine passée. Puis honnêtement, j'espère qu'à la maison, c'est comme nous, mais franchement, j'ai pas été déçu par ma fin de semaine de football. Honnêtement, c'est une fin de semaine complètement folle. Et Oui, je tiens à dire, là, petite différence, cette semaine et la semaine prochaine, on vous l'avait dit, mais on enregistre le lundi. Donc, on ah oui, on enregistre là. l'avait dit? Ben, je pense que oui, on l'avait dit, je pense. Sinon, on Ça se peut que tu réécoutera l'aies dit à ta l'épisode. blonde, mais je pense pas qu'on l'ait dit Je à nos l'ai dit auditeurs. à beaucoup de personnes. Peut-être que j'ai pas dit dans le podcast, mais nous sommes lundi, on enregistre. Donc, au moment où on commence là, le podcast, dans une minute, va commencer Saints Buccaneers. Ouais, Donc, on va pas parler de ce match-là. Parce que de toute façon, à chaque fois que je parle des Saints depuis quelques semaines, Marc il me demande as-tu une autre équipe avec laquelle tu veux jaser? Donc, c'est ça. on n'en aurait pas parlé de toute façon. Puis les Mais Buccaneers, depuis le début de l'année, j'ai l'impression que j'en ai déjà trop parlé. Ils sont pas Euh, bons. non, c'est ton opinion, mais on C'est va ça. recevoir peut-être un super fan un jour qui va dire le contraire. Oui, voilà. Mais ceci étant dit, on ne parlera pas du match Mhm. Saints-Buccaneers parce que nous sommes le lundi, mais il y a quand même une petite implication. La seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est quoi, Marc? Je te laisse la parole. Ben, la seule implication, c'est que peu importe le résultat, les Buccaneers vont toujours être en tête de la division à la fin du match, gagne ou perd. La différence, c'est que s'ils gagnent, ben, ils se donnent quand même une avance d'un match et demi sur les Falcons. Puis s'ils perdent, ben, les Saints reviennent dans la lutte à égalité avec les Falcons et les Buccaneers ont juste un demi-match d'avance sur les deux équipes. Ce qui ferait qu'il y aurait 3 équipes à 5 victoires, mais Dans cette une équipe division-là. à 7 défaites et deux autres à 8. Exact, c'est Donc, ça. d'où le match d'avance, le Ouais, demi-match en le fait que tu demi-match parlais. d'avance. À Exact, cause voilà. que les Buccaneers n'ont pas eu leur bail, la bail, ça va venir la semaine suivante. Ouais. Moi, avant qu'on commence, Julien, je te coupe là, mais j'ai un mea culpa à faire. Vas-y. Je dois m'excuser auprès de toute la NFC de mes propos sauvages et méchants Euh, et blessants du début de la saison parce que j'ai souvent mentionné à quel point je trouvais que la NFC était pourrie cette année. Et puis, ben, les 3 matchs cette semaine où les bonnes équipes de la NFC affrontaient les équipes les bonnes équipes de la LFC, ben, les 3 équipes de la NFC ont battu les équipes de la AFC. Donc, je fais mon mea culpa officiel à la NFC ce soir. mais c'était pas des. Le top 3 de la NFC n'affrontait pas le top 3 de la AFC, Marc, par contre. Non, je comprends, mais c'est quand même Tu 3 équipes de série de la NFC qui affrontaient 3 équipes de série de la AFC. ouais, on va en parler C'est très, ça. très bientôt. Oui. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de nos devoirs de match. Yes, sir. Marc, je t'avais donné un match Oui. qui, dans le fond, est devenu un match complètement fou. Parle-moi de ton match que je t'ai donné. Bien souvent, je ne sais pas par où commencer, mais là, je pense que c'est facile de commencer parce que le premier jeu du match, Miami marque un toucher de 75 verges. C'est le premier jeu du match. C'est une passe de Tua. Le gars pogne le ballon, course de genre 50, pogne une passe d'autour de 15-20 verges, court sur une distance de 50 verges, touché de 75 verges, merci, bonsoir. Et la séquence suivante, San Francisco prend le ballon suite à ça et ils perdent Garoppolo qui ne revient plus du reste du match. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, oh boy, la journée va être longue en s'il vous plaît pour les Et je t'arrête tout de 49ers. suite, je pensais que tu allais dire le score, mais c'était 49ers qui gagne 33-17 contre les Oui, Dolphins. merci. Maintenant, Oui, continue ta pensée parce que j'ai vu le match aussi, puis j'ai oui. pensé la même affaire que toi. Continue un peu là, sur ta Fait que pour séquence. vrai, c'est comme si tu regardes les 2 premières séquences des 2 équipes, tu fais comme oh my god, un jeu explosif de 75 verges. L'autre bord, le corps arrière numéro 1 se blesse. Tu fais comme OK, là, ça va être un blowout. Là, ce match-là s'en va nulle part pour les 49ers. Ce match-là va être terminé. Et étrangement, pas du tout. C'est comme si à partir de ce moment-là, ça a comme complètement réveillé San Francisco, puis tout le monde s'est dit hey, on a perdu notre corps arrière, et si on veut gagner ce match-là, il faut que tout le monde en donne plus. Puis tout le monde en a donné plus. C'est incroyable. Là. Le corps arrière qui est venu remplacer Garoppolo, qui est Purdy, qui est un choix de 7e ronde au dernier repêchage. C'était la première fois qu'il jouait un match de la NFL cette année. Pour vrai, il a joué un match exceptionnel. 25 en 37, 210 verges, 2 passes de toucher, puis une interception. Sa seule interception, honnêtement, euh,
ce que j'ai moins aimé de Purdy, pour vrai, il y a eu un très bon match, là, dans le sens qu'il y a eu un. Tu sais, on peut rien enlever. Ce que j'ai moins aimé en voyant le match, c'est que, puis on s'entend, c'est classique d'un corps arrière jeune qui n'a pas d'expérience, c'est qu'il ne regardait que sa première option. Dans le sens que dès qu'il recevait le ballon, il regardait exactement où il allait passer et il oubliait complètement ses deuxième, troisième options. C'est vraiment fou. Il y a plusieurs jeux qui avaient des receveurs qui étaient complètement libres, mais vu que probablement dans le livre de jeu, ce receveur-là était la deuxième ou troisième option, il le regardait même pas. Il était vraiment focus sur son receveur qui était selon lui l'option numéro 1 avec ce schéma de jeu-là. Fait que c'est le seul reproche que je peux donner à Purdy, mais même à ça, il finit avec des statistiques extraordinaires. Sa seule interception du match, c'était en 4e essai, c'est un 4e et 4 où il a essayé de forcer le jeu un peu, puis de toute façon, s'il ne réussissait pas la passe, c'était un turnover on downs de toute façon. Fait que dans le fond, sa seule interception, ce que ça a fait, c'est que ça a donné un peu comme un mini botté de dégagement. Fait qu'au lieu de donner le ballon aux Dolphins à la ligne de mêlée, ben, il a donné le ballon aux Dolphins comme un 15-20 verges plus loin. Fait que même son interception, je peux pas vraiment dire. Il devait, dans le fond, forcer le jeu. Là. Exactement, il devait forcer le jeu. Fait que je peux même pas lui reprocher nécessairement cette interception-là. Si je veux juste compléter, mais Marc, par rapport à ça, c'est Ouais. qu'on parlait en début de podcast là, des statistiques qui veulent rien dire, mais l'interception, c'est pas une mauvaise passe ou une crampe au cerveau, c'est Exact, il a voulu forcer le jeu parce qu'il devait forcer le jeu, puis la situation du football lui disait c'est ça. t'es mieux de tenter la passe parce qu'on dirait c'est comme si la pire situation, c'était une passe rabattue. Dans le fond, le joueur aurait même dû ne pas l'intercepter puis dire je la rabats parce que comme ça, on reprend la balle plus loin, c'est un turnover on downs. Tu sais, cette passe-là, il est allé vers Ayo, que c'était un 1v1 contesté. Les deux joueurs se sont débattus pour essayer de sortir, d'attraper le ballon. Tu sais, le gars des Dolphins est sorti avec le ballon, mais pour vrai, c'est un 50-50. En 4e et 4, des fois, il faut que tu essaies ces jeux-là 50-50. Fait que pour vrai, je peux pas reprocher. Tu sais, quand on regarde la reprise, on voit que McCaffrey était libre. Il s'était donné comme option, après avoir fait un premier bloc, il s'était donné comme option. Mais tu sais, bon, rendu là, sur un Mais si je peux mais me permettre, Brock Purdy, dans le fond, moi, pour avoir vu le match, ouais. c'est ce que j'ai trouvé quand même hallucinant, c'est dans ma tête, Garoppolo, il lance genre rarement plus que 20 fois. Tu sais, dans un match normal, Ouais, il va lancer il lance entre une 12 et passe, 20 fois. ouais. Des fois, il n'y a pas de passe de toucher, des fois, il y en a une. Il y a eu un match exceptionnel avec 4 passes de toucher dernièrement. Mais lui, j'ai regardé les stats avant de te parler, puis il a lancé 37 fois. Donc, ils l'ont quand même sollicité beaucoup. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de. Moi, c'est fou parce que je me suis dit, les Dolphins ne le respectent pas. Nombre dans le fond, là, de pression qu'ils ont mis à 5-6 coureurs, des fois des all-out blitz où il était 8 on dirait qu'ils ont laissé tout le monde 1v1 en arrière, puis ils ont dit on pousse avec tout notre monde. Ben lui, il s'est dit il y a du monde qui ne peut pas être couvert, donc mon running back, mon dépanneur est à l'appel, puis il a fait beaucoup de passes à McCaffrey justement en situation où est-ce que, OK, j'ai un all-out blitz sur moi, donc tous les joueurs défensifs, linebacker, puis de ligne font sur moi. Je donne ma petite passe à mon gars qui est découvert, puis il était capable plusieurs fois de le rejoindre, dont une fois McCaffrey pour le toucher quand la pression s'en venait à lui. Donc, il est resté calme malgré le fait qu'il était, oh mon Dieu, il était Toujours pressé blessé. tout bas. Toujours Puis blessé. il n'y avait aucune place où s'échapper de la pochette parce que la pochette était complètement pleine de joueurs défensifs qui étaient prêts. Puis ça se refermait sur lui. Puis il était je l'ai trouvé calme. Donc, je ne Ouais. sais pas si tu as eu le même pressentiment que moi, mais. Moi, j'ai eu le même sentiment. C'est pour ça que je dis j'ai adoré son match. Est-ce que je suis en confiance pour les 49ers? On en parlera plus tard dans le podcast quand on parlera des Ouais, c'est un transactions. sujet, là, je t'en parlais en début de podcast. Ouais, On n'en parlera on pas en trop de parlera plus tard. lui. Je Mais ramènerai le sujet. pour Ouais. ce match-là, je dois dire que j'ai été, honnêtement, il a amplement fait le travail contre quand même une très bonne équipe. Là. Miami, de l'autre côté, il affrontait pas Houston. Là. Il affrontait Une très bonne équipe. une attaque qui est capable de prendre des séquences longues, faire des jeux Ouais. explosifs, puis de mettre de la pression, de devoir mettre des points. Puis aussi, la défensive des Dolphins est excellente. Donc, C'est ils ça, peuvent exact. créer des revirements. Puis surtout que lui, il s'était pas comme préparé toute la semaine. Oui, Non, il a non. fait son Ouais. scouting. Oui, il a quand même fait la préparation de backup, mais il n'a pas eu les premières préparations. Donc, il n'a pas lancé à ces receveurs-là en pratique. Il a lancé à d'autres receveurs de Ouais. la practice squad. Donc, il manquait peut-être de. Il y a eu une bonne chimie avec toutes les armes à l'attaque dont il disposait. Puis j'ai trouvé ça surprenant. Mais pour vrai, là, que des éloges de la part des joueurs de San Francisco à son égard. Donc, tant mieux pour lui. Je suis bien content de son entrée en scène. Là. C'est spectaculaire. Absolument. Je vais revenir sur les propos que tu as eus dans les dernières minutes. La première chose, tu disais qu'il s'est beaucoup servi de Christian McCaffrey. Christian McCaffrey qui a été
c'est pas un receveur, mais c'est lui qui a eu le plus de réceptions en tant que receveur. Il y a eu 8 réceptions pour 80 verges. Fait que, tu sais, quand tu disais qu'il s'est beaucoup servi de McCaffrey, effectivement, ça a été le gars qui a été le plus visé dans le match par Ben, je pense Purdy. à cause des blitz, pas à cause qu'il Non, paniquait, tu non, sais. non, non, c'est ça, c'est vraiment juste, j'ai 8 gars qui s'en viennent sur moi. Ouf, je suis à McCaffrey, puis il va faire un jeu. Puis c'était parfait de même. Puis je veux aussi revenir sur le fait que il a tenté 37 passes. J'aimerais ça que t'estimes, tu as vu le match. Combien de courses tu penses que les 49ers ont dans le match? Euh, j'ai envie de dire 37. Je sens le même chiffre. Mais c'est vraiment, j'ai 34. pas checké. 34. Fait que, tu sais, oui, il a Wow. passé beaucoup, mais pour vrai, c'est du 50-50. Le 37-34, c'est du 50-50. Fait que pour vrai, même s'il a beaucoup lancé le ballon, ils ont eu une attaque vraiment équilibrée, les 49ers. Fait que, tu sais, c'est juste qu'ils ont eu énormément le ballon. Ils ont eu beaucoup de jeux. Fait que c'est sûr qu'en ayant beaucoup de jeux, ils ont eu beaucoup le ballon. Ben, c'est sûr que veut pas, Mais, au fil de la partie, il a lancé beaucoup, mais il n'a pas été non, mais ça prouve surutilisé. que Purdy est quand même en confiance parce Ouais, que pour avoir eu ces snaps-là, ça veut dire que tu es capable d'avoir des premiers jeux de manière assez consistante. ouais. Donc, ça veut dire que ton attaque avec toi reste sur le terrain. Donc, pour vrai, chapeau à ce Puis, en gars-là. fait, c'est ça, tu sais, pour moi, ce qui détermine, tu sais, puis ça fait une couple de fois qu'on en parle dans les dernières semaines, Le temps de possession. je te pose la question, qu'est-ce qui détermine qu'un corps arrière, c'est un corps arrière élite d'un corps arrière correct dans la NFL? Ben, si je me fais à tes propos que tu as dit, parce que c'est pas les Dans les miens, dernières semaines. c'est les tiens, c'est les 2 dernières minutes de Exactement. demi. Voilà. Ben, Purdy, là, à la séquence de 2 minutes de la première mi-temps, donc pas à la fin du match parce qu'il n'y avait plus nécessairement d'enjeu à la fin du match, mais la première mi-temps, que c'était un match serré à ce moment-là, la séquence, il restait un petit peu plus que 2 minutes, il restait 2 minutes et demie, 11 jeux, 80 verges, il a traversé le terrain, touché, merci, bonsoir, séquence de 2 minutes. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait, OK, il y a quelque chose, ce gars-là. Là. C'est pas juste un gars qui a des skills, il est capable de gérer un cadran, il est capable de gérer une séquence. Fait que vraiment, j'ai adoré ce match-là. Là, je parle beaucoup des 49ers. J'aimerais peut-être Attends, mais j'ai une question par ouais, rapport aux 49ers avant que tu switches à l'autre ouais, équipe. ouais. Je sais que de ce que j'ai remarqué, là, la défensive des 49ers élite, mais Armstead revenait au jeu après 2 mois d'absence. Puis dans le fond, c'est un joueur de ligne défensif qui complète beaucoup Bosa aussi dans le fond le des 49ers. Donc c'est un autre edge rusher qui est capable de mettre beaucoup de pression sur un corps. T'as-tu senti que ça l'a aidé aussi, cette présence-là, ce retour au J'allais en jeu? parler. Je finis sur les 49ers, puis je vais en parler quand je vais parler des Dolphins de ça. J'y arrive. OK. Euh, je veux juste mentionner que depuis le début de la saison, Deebo Samuel a été beaucoup blessé. Il a été in and out du line-up. Dans ce match-là, j'ai un peu revu le Deebo de l'année passée. Il n'a pas eu autant d'impact parce qu'ils ont tellement d'armes à San Francisco par rapport à l'année passée. Mais j'ai revu des séquences de Deebo de l'année passée par la passe, par la course. Puis je ne sais pas si tu as vu, mais probablement qu'on a vécu la course de moins 5 verges la plus spectaculaire de l'histoire de la NFL. La course de Deebo Samuel, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est malade mental. Il prend le ballon sur un jeu qui est comme un jeu renversé, puis pour vrai, il se ramasse legit le 15 verges derrière la ligne de mêlée avec, sans exagérer, tu as vu le match, là, il doit y Oui. avoir 4 joueurs des Dolphins sur le dos. Là. Je sais de quoi 4 tu joueurs parles. des Dolphins sur le dos, il est à 15 verges de la ligne de mêlée, puis il se défait des 4 gars des Dolphins, puis finalement, c'est une course de moins 5 verges. Mais comme je dis, c'est probablement la plus spectaculaire course de moins 5 verges que j'allais voir dans Ah, votre je vie. sais, c'est comme des fois, on regarde ça, des matchs, puis on se parle, puis on se dit, ah, il a travaillé fort pour sa verge. Tu sais, des fois, là, tu Ouais. brises un plaqué, dans le fond, là, tu crées le contact, tu tombes vers l'avant, tu sais, puis tu te dis comme, oh boy, ça, c'est une course de une verge et demie qui a fait Ouais, mal, tu sais. Mais exact. ouais, je sais quoi tu parles, j'ai ri, j'étais comme, je peux pas croire que tout cet effort-là pour un moins 5 verges, puis on est comme, oh wow, bonne Oui, course. ouais, c'est ça. Gros job, gros job. Oh, grosse job, il y a moins 5 verges comme stats. Ouais, c'est ça, mais Le gars qui voit c'est pas le match, il se dit, ah merde, course, tu sais, un pas jeu bonne, raté, mais ouais, un jeu dégueulasse. raté, tu sais, mais non, même pas. C'est un jeu spectaculaire de Debo. Fait que maintenant, c'est ça. Je veux passer aux Dolphins. Pour moi, l'élément clé de ce match-là, puis tu le parlais d'Armstead, c'est que les deux tackles partants de Miami. Pour les néophytes de football, les tackles, c'est des gros gars sur la ligne offensive. Il y en a un à gauche, un à droite du centre. Les deux tackles partants de Miami n'étaient pas en uniforme parce qu'ils étaient blessés.
et ça a joué un immense rôle dans ce match-là. Pour vrai, Tua a jamais été confortable dans sa pochette de tout le match. Tout le match, j'ai l'impression que tu regardes toutes les séquences à l'attaque de Miami, Tua, il est constamment pressé, il est constamment en train de réfléchir, il n'est pas à l'aise. Dans sa tête, même les jeux où il n'était pas pressé, j'ai l'impression que dans sa tête, il savait que ses deux partants, il n'était pas là. Fait que même s'il n'y avait pas de pression sur lui, toi, il n'était pas à l'aise dans sa pochette. Fait que vraiment, ça a vraiment paru. Puis c'est drôle parce que les 49ers ont juste 3 sacs dans ce match-là. Mais même s'ils ont juste 3 sacs, j'ai l'impression qu'ils ont été d'en face à Tua tout ce match-là. Puis vraiment, ça a vraiment ennuyé Tua qui a été, à part vraiment sa première passe de 75 verges là, en début de match, j'ai vraiment senti Tua. En fait, je ne l'ai jamais senti à l'aise dans ce match-là. J'ai senti que tout le Puis match. aussi blessure à la cheville. Ouais, blessure à la cheville aussi. Tu sais, bon, Thompson, il est venu là, faire une passe en fin de match et ça a pas. Tu sais, il a quand même joué tout le match, là, Tua, mais. À la fin, quand ils se sont rendus compte que ça servait à rien, ils ont dit, oh, je vais rester sur le banc. Exactement, c'est ça. Tu sais, 18 en 33, Tua, quand même, là. C'est presque juste, c'est à peine un peu plus que 50% de réussite de passe dans ce match-là. Fait que vraiment, on ne l'a pas senti à l'aise. Puis Tua, quand même, 2 interceptions dans ce match-là. C'était sa première interception depuis le mois de septembre à Tua. Ça faisait un sale bout qu'il n'avait pas lancé une interception. Fait que vraiment, on a vu, là, comme tu disais, Armstead avec Bosa, ils ont mis de la pression, puis ça l'a vraiment paru. Ça a eu un gros impact sur l'issue de ce match-là. C'est sûr que la perte des 2 tackles influence sur le jeu par la passe, mais ça a aussi eu une influence sur le jeu par la course. Ils ont complètement abandonné le jeu par la course. Je parlais tantôt des 34 tentatives des 49ers. Les Dolphins ont 8 courses. Dans tout le match, 8 courses. 7 Ben, par quand mois. tu tires de l'arrière aussi. Ben, tu tires de l'arrière, mais la première mi-temps, c'était serré, là. Dans le sens que c'est vraiment en deuxième demi que les 49ers, ils ont pris leur élan, puis il en demeure pas moins qu'au quatrième quart, avec 7-8 minutes à faire, c'est un match de une possession, ce match-là. Ça a fini 33-17, là, mais avec 7-8 minutes à faire au quatrième quart, c'était un match d'une seule possession, c'était 23-17 pour les 49ers. Fait que c'était pas un blowout, c'était un match serré. Puis pour moi, c'est pas normal que dans un match serré, tu aies juste 8 courses dans un match. Fait que pour moi, ce que ça veut me dire, soit Mike McDaniels, il était stressé de jouer contre les 49ers, son ancienne équipe, son mentor, parce que Mike McDaniels était entraîneur des 49ers avant, il était assistant, ou c'est vraiment que, justement, la perte des 2 tackles a fait qu'il était aucunement en confiance de courir. Mais en même temps, perdre les tackles t'amène des tight ends ou un joueur de ligne supplémentaire. Tu as le droit d'avoir 6 joueurs de ligne si tu veux. Là. Tu as le droit d'avoir des tight ends supplémentaires. Il y a une manière de faire vivre la course, même si c'est tackles. Puis c'est pas la seule équipe qui a perdu des tackles non plus, veut pas. Là. Exactement. Fait que tu sais, je sais pas à quel point, qu'est-ce qui explique ça. Parce que, tu sais, la différence dans le match, pour moi, ça s'est joué là. Tu regardes 34 courses d'un bord, 8 courses de l'autre, ben, le temps de possession, il est là. On va se le dire, là. C'est pas les passes qui contrôlent le temps de possession, c'est les jeux par la course. Puis 34-8, c'est vraiment là que les Dolphins se sont tirés dans le pied. Fait que, tu sais, pour moi, le match s'est joué là. Waddle, juste un catch dans ce match-là. Excusez-moi. Waddle, juste un catch dans ce match-là, ce qui n'est pas normal non plus. Tyreek Hill a été exceptionnel, là, vraiment. Il a joué un match de feu, des gros highlights, des gros catchs. Il est vraiment explosif, ce gars-là. Mais il en demeure pas moins que les Dolphins ont eu énormément d'attaques à générer, énormément de difficultés à générer de l'attaque dans ce match-là. Fait que ça s'est vraiment joué là. Somme toute, dans le fond, là, parce que ça fait le tour pour les 2 équipes, selon moi. Pour la suite, tu es quand même en confiance pour les deux, parce que les deux sont en position pour faire les séries éliminatoires. Ils vont rester en contrôle de leur destin. Puis tu penses qu'ils peuvent faire un push en quête du Super Bowl, ou tu penses que... Moi, je t'avoue que ce match-là m'inquiète pour les Dolphins. Je suis très transparent. Okay. Les 49ers, on en parlera plus tard. Il y a peut-être l'enjeu du corps arrière, là, mais l'équipe... On en parlera après, ouais. Exact. Mais l'équipe en général, j'ai adoré ce que j'ai vu. Pour vrai, ils ont des armes à l'attaque, ils ont des armes de débile mental. Là. Ouais. Même le fullback, le Hughes Chick, peut être une arme là, dans cette équipe-là. Ben oui. Partout, et il sert de porteur de ballon et aussi de passe au dépanneur. Donc, exact. Et c'est un excellent bloqueur. Ouais, c'est pour ça que je dis, à l'attaque, cette équipe-là, ils ont tellement d'armes, c'est fou. Je suis pas inquiet. Défensivement, ils ont une bonne défensive. Mais je t'avoue que Miami, tu sais, on parle de défaites des fois qui exposent une équipe. Les Dolphins ne sont pas exposés,
mais je pense qu'il y a quand même des questions à se poser par rapport à cette équipe-là. Si tu amènes de la pression, c'est capable de jouer un peu dans la tête à Tua, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un pattern que les équipes pourraient répéter dans les prochaines semaines pour les battre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça va être surtout que les Dolphins, quand même, là, vont avoir des matchs de division plus à la fin du calendrier. Donc, ça va se battre, ça va se manger là-dedans. J'ai hâte de voir ça. Vraiment hâte de voir ça. Clairement, fait que, tu sais, moi, ça suit, là, tu sais, puis on va se le dire, là, dans les prochaines semaines, les Dolphins, il leur reste 5 matchs. 4 de leurs 5 matchs, ce sont contre des rivaux directs d'équipes qui tentent de faire les séries éliminatoires dans la AFC. Les Chargers, les Bills, les Patriots et les Jets. Ça, c'est 4 de leurs 5 derniers matchs qui restent. Le 5e, c'est contre les Packers. Ils vont gagner. Mais leurs 4 autres matchs, c'est contre des rivaux directs quand même pour faire les séries dans la AFC. Fait qu'on va vraiment voir de quel bois les Dolphins se chauffent d'ici la fin de la saison. Ouais. Là, maintenant, passons à mon devoir de match, Marc. Oui, yes sir. Commanders. Le match nul de la semaine. Oh, mon Dieu, match nul, mais aucunement péjoratif. Mais c'est le match, c'était une nulle, aucune victoire, 20-20. Alors, les Giants marquent 20 points et les Commanders 20 points. Merci, bonsoir. Yeah. Donc, ce que j'avais à dire, c'est un match nul, on passe à autre chose. Ben merci pour cette analyse, coach. Ça fait plaisir, coach. Non, c'est ça. C'est que, en fait, c'est un match, on dirait, qui aide les deux équipes, mais plus directement pour l'instant les Giants. Parce que dans le fond, avec la course aux séries éliminatoires, même si, je tiens à dire, on va en parler plus en détail tantôt, mais les Commanders sont maintenant 8e, mais ils ont un match de jouer de plus que les Seahawks. Donc, si les Seahawks perdent, ils reprennent leur avance. Puis si les Seahawks gagnent, ils sont à un demi-match seulement. À cause de la nulle, exactement. À cause de la nulle. Puis ce demi-match-là, parce qu'ils regardent seulement, dans le fond, le ratio entre les matchs gagnés et perdus, c'est qu'à victoire égale, ils vont passer. Donc, ça enlève un fardeau énorme pour les Commanders et pour les Giants. Donc, la nulle peut aider pour le classement des séries éliminatoires, mais je sentais vraiment que les Commanders étaient plus en contrôle du match que les Giants. Les Giants, quelques beaux flashs, mais je vais te parler un peu des problèmes. Puis ça fait quand même quelques semaines, puis j'ai peur de me répéter dans mon analyse, puis je vous jure, c'est pas la seule statistique que je regarde. Là. Mais quand j'ai vu ce match-là, je trouvais que c'était un match, encore une fois, haut en couleur, énergétique. Puis souvent, quand un match est comme ça, je me suis dit, hey, il y a trop de changements de possession. Puis là, j'ai regardé un peu les séquences. Je suis allé revoir après avoir vu le match, après avoir eu mes impressions, je vais voir un peu là, les séquences. Puis je me rends compte que les Commanders, avec la prolongation, fait que c'est sûr que les stats n'arrivent pas, ils ont 41 minutes de possession, les Giants 29. Fait qu'ils ont 12 minutes de plus. C'est fou qu'ils ne gagnent pas ce match-là. Puis quand on regarde, c'est pour ça que les Giants, à la fin, ils ont punté, puis ils sont pas allés en 4e et 3 en prolongation. J'y reviendrai tantôt, je vais parler du début du match. Mais c'est que les Commanders ont été capables d'imposer leur rythme. Ils ont 3 séquences de plus de 6 minutes, 2 séquences entre 4 et 6 minutes. Donc, ils ont au moins 5 de leur possession, qui sont environ la moitié de leur possession, qui ont duré au minimum 4 minutes, dont 3 de 6 minutes. Menant à des touchés, mais surtout à 2 field goals. Donc, ces longues séquences-là ont payé. Ça enlève du temps aux Giants. Puis les Giants, là, ils ont une séquence de 3 minutes 49. C'est leur plus longue. Puis toutes les autres séquences durent en bas de 3 minutes. Souvent, entre 3 et 6 jeux et merci, bonsoir. Donc, des fois, un seul premier essai ou même 2 premiers essais et c'est tout. Mais les Giants ont été capables de faire beaucoup de jeux explosifs. C'est ce qui les a mis sur les... dans le fond, sur le scoreboard, là, dans le fond, qui ont mis du pointage. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir de manière systématique des jeux, puis justement leur séquence de 3 minutes 49 finit en field goal. Donc, c'est même pas une séquence qui mène à un toucher. Donc, c'est ça que ça me fait peur pour les Giants. Ils ne sont pas capables de contrôler le tempo puis de mettre des longues séquences sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses qui explique ça? C'est-tu que le jeu au sol des Giants n'a pas fonctionné comparé à celui de Washington? Tout à fait. Je voulais parler des Giants en premier, puis là, c'est sûr que moi, l'affaire que je trouvais fou, c'est Daniel Jones. On en parlait en début d'année. C'était un de mes premiers devoirs de match que tu m'avais donné, puis je le trouvais super mobile, puis il étend les jeux. Mais non seulement il étend les jeux, mais c'est lui le principal coureur de l'équipe. Il finit le match avec genre 12 courses, 71 verges, puis Barkley, 18 courses, 63 verges. Il y a 8 courses de plus, il y a 8 verges de plus en 6 courses de moins. Le principal coureur pour les Giants en ce moment, c'est pas Saquon Barkley, c'est Daniel Jones. Mais Saquon Barkley, on en parlait la semaine passée aussi, après un début de saison vraiment incroyable,
En fait, c'est pas Il moi qui. ralentit, mais je sais pas. Puis ils n'ont pas de deuxième option dans le backfield. Non, c'est ça. La fiche des Giants reflète énormément la saison de Saquon Barkley. Ils ont eu un excellent début. Puis là, whoop, tranquillement, c'est so-so. Comme la saison de Saquon Barkley, c'est vraiment une corrélation très, très grande. Mais aussi corrélation par rapport aux adversaires. On en parlait qu'ils ont affronté beaucoup d'équipes de bas de classement, qui sont devenues de bas de classement, parce qu'en début de saison, on ne savait pas ces équipes-là allaient tourner comment. On se rend compte que leur victoire, c'est contre des adversaires qui étaient peut-être moins reluisants. Et donc, Barkley a profité d'un début de saison en santé. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup de comités dans le backfield. On parlait des Commanders. Puis encore une fois, Gibson, extrêmement important, même si là, dans le fond, c'est... j'ai un gros blanc sur son nom parce que Robinson qui a pris le plus gros de la charge, la jeune sensation, vraiment, dans le fond, qui prend le plus gros là, de la charge de travail. Mais les deux sont super importants. Puis j'ai vu un impact dans le match des deux. Puis Gibson, souvent, sert de dépanneur où est-ce qu'il est souvent ouvert. Il peut faire un check-down à Gibson. Puis il peut s'en servir par la passe. Donc Gibson, excellent par la passe. Robinson, il est bon par la passe, mais surtout par la course, extrêmement explosif. Change de corridor de course vraiment de maître. Là, je le trouve vraiment imprévisible. Puis à chaque fois qu'il y a la balle, je me dis, il peut se passer quelque chose. Mais pour revenir aux Giants, c'est qu'ils ont une excellente défensive. Ils ont mené la vie dure aux Commanders. Puis la défensive s'est ajustée. Parce que les Commanders ont été les premiers à marquer des points. Il y a un moment où c'était 10-3. Puis dans le fond, les Giants ont pu remonter, mais ils se sont ajustés. Donc c'est sûr que la def des Giants s'ajuste. Elle est extrêmement bonne. Puis les Giants sont menés. Hein. La défensive est très, très bonne. Mais je te disais, l'attaque souvent ne marque pas en haut de 20 points. Puis ça fait plusieurs semaines que je me répète, on dirait, si tu marques plus que 20 points contre les Giants, tu vas gagner. Les Giants ont encore une fois marqué juste 20 points. Et à la toute fin du match, les Commanders créent l'égalité dans la dernière, c'était dans les dernières 2 minutes, mais chacun a eu une séquence, ils ont punté après. Mais ils ont quand même marqué, comme en toute fin du match, presque on peut dire à la dernière séquence à l'attaque, un touché pour créer l'égalité. Donc, fut un temps où les Commanders étaient 10-3 plus en contrôle du match. Les Giants sont revenus de l'arrêt avec quelques jeux explosifs, menaient, c'était 13-13 à la fin de la première demi. Alors ça, ils marquent un touché, beaucoup de punts, beaucoup de field goals manqués, un de chaque côté, dans le fond, pas beaucoup, mais un de chaque côté, dont un en prolongation pour les Giants, un en temps réglementaire pour les Commanders. Ce qui fait que les Giants étaient en contrôle du match 20-13. Puis à la toute fin du match, les Commanders trouvent une solution, des jeux explosifs. Pour de vrai, là, cette séquence-là était vraiment bonne. Puis Tyler Haneke, tu vois que dans les 2 dernières minutes, il a su profiter de ses chances, puis vraiment des super gros jeux à Terry McLaurin, aussi Robinson avec sa course, des petits checkdowns aussi. Dodson a vraiment un catch super important sur cette séquence-là. De mémoire, je pense que c'est même lui qui marque le toucher, il brise un plaqué, puis il fonce. Dodson, là, gros touché en fin de match, là, je trouve explosif. La recrue s'est fait sentir, puis connaît un match so-so. Je n'ai pas vraiment remarqué Dodson, mais à toute fin du match, c'est lui qui a le touché égalisateur. Donc, je trouve Haneke, justement, pas juste à la fin du match qui était bon, mais souvent, des fois, je me dis, il y a de la pression, puis la pression était vraiment présente par rapport à la ligne défensive des Giants. Ça fait un gros travail. Souvent, j'avais peur qu'ils se fassent un sac du corps en arrière, qu'ils perdent des verges, mais ils se débarrassaient du ballon, ils lançaient la balle. Mais il y a une fois, il y a eu un force fumble, justement, parce que pour de vrai, il était tellement. Genre, il sentait le souffle dans son cou. Là. Les défenseurs des Giants, c'est tellement proche de lui qu'ils sentaient là, le souffle dans le cou. Puis il y a un moment où est-ce qu'il y a un joueur, là, justement, la jeune recrue, la sensation, là, le choix de premier tour des Giants, a fait un force fumble sur lui. Et dans le fond, Haneke, à part ça, il n'y a rien vraiment à se reprocher. Puis même des fois, je me dis, il va faire son check-down, il va envoyer ça à Gibson, qui est comme à quelques verges proches de lui. Mais des fois, il l'envoyait quand même plus loin, à Haneke, à Watson, à Dodson. Donc, il tentait quand même les longues passes, puis souvent, ça a marché. Donc, il n'y avait pas peur, même s'il y avait une pression sur lui, je sentais pas qu'il était tout le temps son dépanneur, un peu comme on parlait avec San Francisco. Ouais. Je sentais vraiment que même s'il y avait de la pression sur lui, il voyait ses receveurs loin démarqués, puis leur donner une chance d'attraper la balle, puis souvent les receveurs attrapaient la balle. Des fois un peu imprécis, mais ça arrive à tout le monde quand tu as la pression sur toi, puis tu es en mouvement vers la gauche, vers la droite. Mais pour de vrai, j'ai adoré son match à Haneke. Il est aimé là, par rapport aux Commanders. Même Ron Rivera, il dit « Moi, je suis très confortable de le faire jouer pour le reste de la saison ou même l'année prochaine. » C'est même lui, si tu vas sur le site des Commanders aujourd'hui, je suis allé voir le site pour voir le calendrier qui restait, puis c'est lui la tête d'affiche en ce moment. Là. Ouais, ben oui. Sur la bannière, c'est lui, là. C'est pas d'autres joueurs. Là. Tu vois que il aime ce qu'il fait, il aime ce qu'il propose. Ça leur a pris un an en retard réaliser que c'était lui qui marchait bien, mais. Parce que probablement que si
startent la saison avec ce gars-là, ils sont pas, ils sont pas huitièmes dans, ils sont pas huitièmes là, Je dans, pense dans, pas. dans Je pense qu'ils sont plus hauts. Ouais, Je pense qu'ils sont exact. plus hauts. Il y a des matchs qui n'auraient pas échappé, Ouais. surtout des matchs en début de saison où on se disait l'attaque a débloqué, mais ils sont arrivés à 3 points ou à un touché en fin de match. Souvent, ils perdaient par pas grand-chose en début de saison. Donc, Tyler Heineke, j'adore ça. Puis, pour vrai, là, j'adore ce que les Commanders nous proposent. Puis, je trouve ça un peu décevant parce que les Giants, c'est une excellente défensive. Daniel Jones, mobile. Et l'affaire qui me ressort du lot, il faut vraiment mettre les honneurs, là. Giants, oui, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'armes à l'attaque, ou peut-être qu'ils ont eu des troubles, ils ont laissé aller beaucoup de receveurs qui ne performaient pas, ils ont peut-être manqué au repêchage un peu, puis ils ont laissé aller des joueurs, mais Darius Slayton est excellent. Puis j'avais vu une statistique la semaine dernière, c'est un des receveurs les plus ouverts de la NFL. C'est lui qui est souvent qui a la plus grande démarcation en termes de verges entre lui et son couvreur. Wow. Puis dans le top 3, c'est le troisième receveur de passe le plus démarqué. Mais c'est pour ça qu'il est souvent ciblé, puis il reçoit beaucoup de passes, parce qu'il est extrêmement rapide, il fait des bonnes routes, des bons tracés, des bons trajets. Puis dans le fond, ça l'a paru parce que c'est lui là, qui a marqué le premier touché des Giants, puis il est à l'origine de jeux explosifs, puis à quelques séquences de premier essai. Donc Darius Slayton a été extrêmement visé, puis il s'apparaît. Mais le problème, c'est que si c'était pas de lui puis Daniel Jones qui court, il manque un peu d'options, je trouve. Ouais, c'est Il ça. manque d'options. Fait que si tu as une bonne défensive qui peut couvrir Slayton ou en équipe de 2 avec un safety qui vient t'aider, si tu as un DB sur lui et tu as un safety qui aide aux besoins quand c'est défensif de zone, je pense que ça se fait. Puis c'est ça le problème, c'est que amener la défensive des Commanders aussi s'est ajusté. Puis j'ai senti que les deux équipes sont des équipes compétitives, mais je sens pas que les Giants peuvent se rendre loin à cause de l'attaque. Mais la défensive et Daniel Jones joue vraiment du jeu inspiré. Puis il manque un deuxième running back. Ils ont d'autres noms, mais ils paraissent pas. Je sais même pas s'il y en a un autre qui a touché au ballon. Il n'y en a même pas un autre. Je pense Non, même c'est pas. ça. Je Non, regarde les j'ai pas vu statistiques en ça. ce moment. Je le Non, sais c'est pas ça. parce que des fois je me lève, Non, m'en va faire autre chose, m'en prendre à manger, je me rassois. Fait que, il y a il y a des jeux que juste j'ai Jones manqués. et ouais, juste Jones et Saquon Barkley qui ont des courses. C'est Sur le tout. 3h30 que le match dure, j'ai manqué des affaires parce que j'ai écouté en temps réel, puis j'ai regardé un peu on the side les Ouais. Steelers qui jouaient, mais j'ai plus été concentré sur ce match-là que sur les Steelers, je me disais. Mais j'ai eu un beau match de qualité. Tu sais, Puis l'affaire qui est. Vas-y. je veux juste enchérir sur ce que tu disais, là. Tu sais, tu parlais des Commanders, là. En ce moment, ils sont 7, 5 et 1, OK? Ils ont commencé la saison 1 et 4. Ce que ça veut dire, c'est que depuis qu'ils ont starté Tyler Heineke, ils sont 6, 1 et 1, là. C'est fou, là. C'est hallucinant. Le changement de saison qu'il y a eu à partir du moment où Wentz s'est blessé, ça a vraiment changé sur un 10 cents cette saison-là. 6-1-1, c'est la meilleure fiche de la NFL dans les 8 dernières semaines avec les Eagles, genre. Ouais. Puis à la fin, il y en a beaucoup qui reprochent aux Giants, là, mais beaucoup. J'ai vu un ou deux posts, là. Mais il y en a beaucoup aux Giants les Giants, à la fin du match, en prolongation, il reste comme 1 minute 50. Puis ils sont à la ligne de 45 des Commanders. Donc, passer un petit peu au milieu de terrain, 4e et 3, puis ils décident de ne pas y aller. T'as Barkley, t'as Daniel Jones, t'as Slayton. T'as clairement un jeu. Parce que c'est que là, ils ont accepté la nulle. Ils ont concédé la nulle. Parce que même si le jeu ne marche pas, à la limite, tu lances une passe, tu lances l'interception, puis ça fait comme un long punt. Mais il faut que tu essaies quelque chose. Parce que 4e et 3, tu joues pour gagner. Si tu gagnes ce jeu-là, tu as assez de temps pour écouler un peu le cadran, faire quelques jeux de course, puis avoir un botté plus sécuritaire. Les Giants auraient pu gagner, puis on joué la sûreté, ils avaient peur. Surtout qu'ils se disent, si on donne le terrain aux Commanders à cette ligne-là, ils vont garder le ballon, puis en 2 minutes, je pense que c'est ça, ils ont confiance à Heineke qui venait dans les 2 dernières minutes marquer un touché à la toute fin du match. Fait qu'ils se sont dit, si on donne le ballon à lui maintenant, il va nous marquer un touché ou un placement. C'est drôle parce que ce jeu-là, les deux, on n'est pas d'accord sur le cadre, mais d'un autre côté, je trouve que ce jeu-là exprime très bien le propos que tu dis depuis le début de ton résumé de match, c'est que pour vrai, une nulle pour les Giants, c'est presque un vol. Si on regarde ce match-là dans son ensemble, probablement que les Giants, ils se sont dit, hey, pour vrai, là, avec le match qu'on a là, on sort d'ici avec une nulle, c'est carrément une victoire. Ma défensive vient de passer 41 minutes sur le terrain, est épuisée. On n'aura pas le stop. On va essayer le plus loin possible. Puis, c'est ça, on va essayer le plus loin possible. Puis avec le temps et les plus de time-out, ils ne remonteront pas. Ouais. Regarde, c'est sûr que là, ce match-là, 20-20, c'était un match vraiment chaudement disputé. C'était un match vraiment, là, j'étais sur le bout de mon siège. Là, je capotais. En fin de match, quand les Commanders créent l'égalité,
sais, c'était vraiment là, sur un super beau tracé de Dodson explosif qui brise un plaqué. Tu sais, c'était magique, là. Je capotais. Puis, je me suis dit, ah, c'est le fun, mais je trouve ça plate que la prolongation ne descende pas de gagnant. Mais dans Puis, 2 semaines, ils ont un match. C'est que là, les Commanders vont en bail, ils ouais, se puis ils préparent, reviennent puis ils contre affrontent les les Giants. Ouais, Giants. d'accord. Fait que eux, ils ont le footage, eux, ils sont motivés, Ouais, puis ils vont être reposés. Donc, pour les Giants, watch out, parce qu'après le match qu'ils viennent de jouer, puis dans 2 semaines, ils ont même bougé ce match-là, la NFL, en prime time. C'est un match de ouais, je l'ai vu 4h25. tantôt, j'ai Puis vu ils ça l'ont tantôt. déplacé en prime time sur le Sunday Night Football. Puis c'est sûr que ce match-là, on doit le regarder. Ça va être un match qui va être vraiment, vraiment intéressant. Puis Je ne veux pas dire on va essayer. spectaculaire, mais c'est un jeu vraiment intelligent défensif. C'est 2 bonnes défensives puis contre des attaques qui ont le potentiel de jeu explosif. Mais il y en a un qui contrôle plus le tempo que l'autre. Puis l'équipe qui contrôle le tempo va avoir eu une semaine de repos. Puis le footage pour se préparer à bien attaquer les Giants. Je trouve ça fascinant. C'est pour ça que l'avantage est aux Commanders, selon moi, dans 2 semaines. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Puis tu Puis sais, surtout, juste juste dire, te dire, oui, je veux dire, entre les deux, les Giants affrontent qui? c'est Les exactement là Aigles. je m'en allais. Fait que Hey, pendant que les Giants vont se faire planter vers les aigles, les Commanders vont être sur leur sofa en ouais, train de regarder le footage. Moi je me mets dans tout ça. Là. Les Commanders, ils ont le beau jeu là, en ce moment là, par rapport à cette fin de saison-là. ouais. Mais par contre, pour les Commanders, pour la fin de saison, oui, le match des Giants, ils sont peut-être favorables, mais je tiens quand même à dire que, outre les Giants, ils vont quand même devoir, les Commanders, affronter ensuite les 49ers, les Browns et les Cowboys. Avec les 49ers et les Cowboys, ça risque d'être 2 matchs chaudement disputés contre des équipes de série haut classées. Donc, c'est un test de feu, là, parce que Je s'ils se comprends. classent, mais ils perdent les 2 matchs, s'ils gagnent contre les Giants et les Browns, puis ils se classent 7e, mais qui perdent contre les 49ers et les Cowboys, on donne pas cher de leur peau. Mais s'ils gagnent, peu importe lequel, un de ces 2 matchs-là, on va dire, oh, ils peuvent créer la surprise en saison. Donc, Exact. pour les Commanders, il faut surveiller le match contre les Giants est décisif. Ils doivent le gagner pour se classer. S'ils perdent, c'est fini. Exact. Mais c'est sûr que après ça, je veux voir pour le restant de la saison, est-ce qu'ils vont être capables d'avoir au moins une victoire par rapport à un de ces deux clubs-là? C'est Exact. là que Puis ça tu peut sais, jouer. Là. il en demeure pas moins aussi que les Giants, si on en parlait un peu, mais la saison d'ici la fin, leur cédule d'ici la fin de la saison, c'est malade. Là. Il Ah, reste je veux 5 pas être à semaines. leur place. Là. Ils ont 2 fois les Eagles, 1 fois les Commanders, puis 1 fois les Vikings d'ici la fin de la saison. Puis les Colts qui ont une bonne défensive. Ouais, Fait que c'est exact. Fait deux que, tu équipes sais, qui vont avec des défensives qui créent des revirements, puis ça va faire mal les ce jeu-là. Giants, là, c'est fou, là. Tu sais, puis on s'entend, là, ils reviennent de 2 défaites. Ils ont annulé contre Washington. Ça se peut qu'ils finissent la saison avec une séquence pas trop reluisante, là, Je les pense qu'ils Giants. vont se faire sortir. C'est pour ça que les Ça se Commanders, peut, ils sont plus en ça se contrôle. peut qu'ils sortent des séries éliminatoires, là, les Giants. Là, en ce moment, Ouais, il y a comme un portrait, on en parlera dans le portrait tantôt, mais moi, je serais pas étonné que ouais. les Giants sortent du Hey, mais portrait. Là. pour vrai, ça va être vraiment intéressant à regarder. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais OK. c'était super beau de voir de match ça. Merveilleux. Maintenant, passons au match maintenant, là, la revue de la semaine. Euh, Yeah! Un revue de la petit semaine, jingle, yeah. la revue de la semaine. C'est Yeah, yeah. c'est la première fois et la dernière fois que Marc-André chante le jingle revue de la semaine. Oh, bouh! Non, bouh à toi pour avoir même osé ce jingle-là. Parlons du match du jeudi soir. Les Bills qui affrontent les Patriots. Les Bills l'emportent 24-10. Pour moi, les Patriots, on en a parlé assez. Non, ça ne marchera pas. Mac Jones a eu un élan Ça de marche génie, mais l'attaque ne marche pas. pas. L'attaque, ça marche pas. Ça Il y a s'en des va nulle lacunes part. là-dedans. Puis la différence, je suis fatiguant, mais la différence, c'est que les Bills, finalement, ils ont compris qu'il fallait qu'ils courent avec le ballon. James Cook a pris le relais. C'est plus Hines, c'est plus Singletary qui est le running back numéro 1, c'est James Cook, qui est le frère de Dalvin Cook, Le qui petit joue au frère. Minnesota, le petit frère, qui a été drafté au dernier repêchage. 14 courses, 74 verges. Je le sais que c'est Singletary qui a eu la course à la porte des buts pour le toucher, mais c'est vraiment James Cook qui est rendu le lead runner de cette équipe-là. Puis ça change complètement le livre de jeu. Il y a un dynamisme, il est rapide, il amène vraiment un aspect à l'attaque des Bills qu'il n'avait pas avant. Fait que j'adore cette idée-là. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce match-là non plus, là, mais vraiment, moi, Non, c'est ça. juste cet élément-là, je trouve ça vraiment important. Ça me met en confiance pour les Bills. Ouais. Puis les Patriots, pour moi, je les vois pas faire les séries avec ce qu'ils nous proposent en ce moment. Sinon, dans le fond, c'est difficile. Ben, regarde, ils peuvent nous surprendre, là, mais ça va être très difficile. Sinon, Steelers l'emportent 19-16 contre les Falcons. Pour avoir vu ce match-là, c'est un peu encore le même problème. Les Steelers, excellente défensive,
contre un Mariota qui avait de la misère à être mobile et à faire des Ouais. passes précises, souvent overthrow, ça le menait des interceptions. C'est même une interception qui a scellé l'issue du match, puis Fitzpatrick qui aurait pu avoir un pick six, mais il a décidé de juste sortir, puis laisser l'attaque mettre un genou au sol. Il a fait, je m'en fous de mes stats, moi c'est la victoire à tout prix. Fait que super beau jeu sportif, les Steelers ont fait assez pour gagner. Chapeau à eux, ça les reste, ça reste qu'ils sont encore en évaluation des jeunes, donc eux ils veulent gagner pour l'honneur, puis pour leur contrat. Puis les Falcons, ils devaient gagner ce match-là pour être dans la course, dans le fond, là, pour rejoindre les Buccaneers. Je peux même peut-être prendre la tête, mais les Falcons, je sens qu'il y a trop peu, trop tard, ça ne marche pas pour eux cette année. Ben, ça marche pas pour eux, mais on sait jamais, là, avec cette division-là, tu sais, tout dépendamment du résultat du match de ce soir, mais Oui, mais ils Marc, tu as sont là, raison. là. Les Falcons pourraient gagner la division puis avoir Ouais. le droit de se faire éclater contre les Cowboys en premier tour de série. C'est C'est n'importe ça qui va se pour vrai, passer, parce que les Cowboys fou, ça. finiront pas, ils Ouais, vont ouais. finir derrière les Cowboys Aigles, finit premier ils vont wildcard. finir cinquième, Ouais. cette division-là finit quatrième, puis c'est le droit de se faire éclater par les Cowboys À premier tour de domicile. série. À Mais domicile. c'est quand même fou que les Cowboys vont devoir se déplacer à Tampa Bay ou à Atlanta ou peut-être même à Saints, là, peut-être même à Nouvelle-Orléans, tout dépendamment, Ouais. mais c'est quand même fou, là. Puis ils vont t'éclater chez toi. Ouais. Sûrement, ils vont faire un 60 points cette fois-ci. Ouais, ils vont C'est- 33 points au quatrième quart. Ça va les mettre en confiance pour aller battre les Aigles. Alors, on en parlera après, pas très sérieusement, parce que Oui, c'est ça. j'ai remarqué de quoi, puis je vais t'en parler. OK, c'est Là, je me suis laissé un peu aller, mais j'ai remarqué de quoi aujourd'hui, c'est puis bon. ça va être vraiment intéressant. Ça, dans le fond, maintenant, là, les Broncos avaient l'avance contre les Ravens, mais ils ont fini par perdre 10-9 contre les Ravens. Les Ravens, je le sais, là, tous les fans des Ravens vont dire ne vous fiez pas au score, Lamar a été blessé. Mais même avant que Lamar se blesse, c'était pas reluisant, là, l'attaque des Ravens dans ce match-là. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. Moi, j'ai des grosses inquiétudes par rapport aux Ravens. Je le sais qu'ils sont encore premiers dans leur division à 8-4, là, même si les Bengals ils ont le même fiche. Mais en ce moment, si je regarde les 7 équipes qui sont en série, c'est l'équipe qui m'inquiète le plus. J'ai pas aimé cette attaque-là. Il n'y a pas de dynamisme. Tu sais, même, là, je ne sais pas si tu as vu, là, mais à un moment donné, Baltimore a essayé un jeu truqué. Avant même que le ballon soit snappé, je le savais que ça allait être un jeu truqué. Juste la façon qu'ils se sont placés, tout le monde se regardait comme s'il se passe de quoi là. Là, Wouf flippe le ballon à un gars, mais c'est télégraphié big time. Il reflippe à l'autre. Puis finalement, le jeu truqué finit par une interception. Pour vrai, même moi, là, qui n'ai jamais joué au football de ma vie, je le savais que c'était ça qui s'en venait tellement c'était écrit dans le ciel. Tu as vu des matchs aussi loin que tu as regardé Troy Aikman jouer. Oui, je le sais, non, mais dans le sens que pour vrai. Tu as vu Jeff Saturday être centre aussi. Okay? Fait que ça montre à quel point tu en as vu des matchs. Moi, dans mon salon, je le savais que c'est un jeu truqué qui s'en venait. Ouais. Clairement, tout le monde de Denver savait que c'est un jeu truqué qui s'en venait. Surtout une défensive élite comme les Broncos. Là. Pour vrai. Ils accordent juste 10 points puis ils perdent. Ah. Tu sais, Baltimore, c'est vraiment inquiétant cette équipe-là. Les Broncos, c'est une saison perdue, fait que on ne s'attarde pas, mais il en demeure pas moins que Baltimore, ça reste une victoire, ça risque que tu es allé chercher une victoire dans un match pas évident, mais c'est pas une victoire qui manque confiance non plus, là, on va dire les vraies choses. Là. Parlons du prochain match, Packers-Bears. Les Packers qui l'emportent 28-19, alors qu'ils se faisaient mener avec Justin Fields qui a commencé en force. Hey, c'était 16-3 les Bears. Il restait 20 secondes à la première mi-temps. Et les Packers qui l'emportent. Christian Watson, record de tous les temps de la NFL. 8 touchés sur une séquence de 4 matchs pour un receveur recru. C'est un record de la NFL. Dans le mois de décembre et novembre. Pas dans le mois de décembre. Pleine lune. Alors qu'il portait des caleçons verts. Non! Record! C'est un record de la NFL. Il n'y a aucun receveur. Ben, c'est un record de la NFL de Christian Watson. 8 touchés en 4 matchs pour un recru. C'est ça. C'est un record de la NFL. Fait que c'est quand même fou. Mais quand tu es ciblé par Aaron Rodgers, c'est ça qui se passe. C'est exactement ça que j'allais dire. Dans 4 ans, il va signer pour les Raiders à fort prix. Voilà. Non, mais c'est ça, j'allais dire que pour vrai, ceux qui ont vu la citation, là, il y a genre 2 semaines de Rodgers qui dit ce gars-là, il est malade mental et tout. Là, pour vrai, Rodgers, ça va être son gars. C'est Christian Watson qui va être le target de Rodgers. Il va avoir un touché par semaine. Ça va être la nouvelle sensation parce qu'il est tombé dans l'œil d'Aaron Rodgers. Fait que pour vrai, fantasy-wise, s'il est disponible dans votre ligue, c'est le gars que vous voulez avoir. Vous allez avoir un touché par game d'ici la fin de la saison.
Fait que Christian Watson. Fantasy-wise, parlons des Lions contre les Non, Jaguars. mais attends, juste quelque chose. Vas-y, je laisse terminer, excuse-moi, c'est parce que j'ai vu ça Juste après. quelque chose. Je reviens encore avec ça. Les bons corps arrière, c'est dans les 2 minutes drill que ça se joue. Justin Fields, il a beau avoir eu des highlights de feu dans les dernières semaines. Ces 2 dernières séquences, dans les 3 dernières minutes de jeu, ça finit par 2 interceptions. Justin Fields, il a beau avoir des highlights de feu, ça doit être un excellent coureur. Ce n'est pas un bon corps arrière dans la NFL. Il reste pour l'instant, il reste en progression. Exactement. Peut-être qu'un jour, il le deviendra, mais en ce moment, même si on voit des highlights et qu'il est spectaculaire par la course, ce n'est pas un bon corps arrière. Fait que toi, si t'avais classé un tiers, mettons, il serait dans le dernier tiers. Il serait dans le dernier tiers. Je parle vraiment corps arrière, parce que pour moi, un corps arrière, c'est pas quelqu'un qui court, c'est vraiment Non, quelqu'un parce qu'un corps arrière, c'est pas normal quand il finit top 5 des coureurs NFL au niveau de la saison. Et je veux quand même mentionner, bon, parce que c'est une statistique intéressante, qu'avec cette victoire-là, les Packers deviennent l'équipe avec le plus de victoires dans l'histoire de la NFL. Ils ont devancé les Bears, qui étaient l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de tous les temps. Il n'avait jamais été dépassé. Ça faisait plus de 100 ans que les Bears existaient et il n'avait jamais été dépassé le nombre de victoires les Bears. C'est la première fois que les Bears ne sont pas l'équipe avec le plus de victoires dans l'histoire de la NFL. On va remercier Matt Nagy dans les dernières années. Oui, voilà, c'est ça, exact. On va beaucoup remercier lui. Puis, bravo Marc pour le flex des Packers, équipe de Marc-André. Il fallait qu'il souligne le record des Packers. Hey, pour vrai, une saison tellement décevante, j'ai bien le droit de mentionner ça. Oui, 2 records des Packers cette semaine. Semaine historique, Marc. La semaine 13. J'aurais pu te dire qu'Aaron Rodgers est 25-5 en carrière contre les Bears, mais je ne l'ai pas mentionné, tu sais. Parce que c'est pas historique. Bon, maintenant parlons des Lions contre les Jaguars. Les Lions qui l'emportent 40-14. Ah, c'est fou ça. Les Lions, pour vrai, quand les Lions ont tout le monde en santé, Amon-Ra St. Brown et DeAndre Swift, cette attaque-là, c'est probablement la meilleure attaque de la ligue. C'est malade mental. Avec Jamal Williams, Swift, puis en plus avec les receveurs qu'ils ont, c'est débile. C'est fou pour vrai. Mais parlons de la blessure à Trevor Lawrence aussi, là, qui est... Ben, blessure à Trevor Lawrence, puis blessure à Etienne aussi, tu sais, les Jaguars, c'est une défaite qui fait mal. Pas nécessairement parce qu'il y avait des aspirations pour les séries, mais juste par la façon qu'ils ont perdu ce match-là. Ils se sont fait éclater complètement. Le fumble d'Etienne sur la première séquence à l'attaque résume parfaitement ce match-là. Jacksonville n'a jamais été dans le coup. Fait que, pour une équipe que j'ai beaucoup vanté cette année, que j'embarquais un peu dans le projet, je voyais où ça s'en allait. Pour moi, cette défaite-là vient mettre beaucoup de questions sur où s'en va cette équipe-là. Tu t'es vraiment fait ramasser puis traîner dans le bout solide là, dans ce match-là. Là. Fait que, chapeau à Détroit que malgré tout, là, je ne sais pas si tu vas en parler ou on ne descendra pas aussi bas que ça, mais c'est l'équipe qui est juste après les Commanders dans le portrait des séries éliminatoires de la NFC. Fait que ils ne feront pas les séries, mais il en demeure pas moins qu'ils ont une nette progression, puis c'est vraiment une équipe qui est le fun à voir aller. Je ne veux pas en parler parce qu'ils sont quand même à 2 victoires. Ils ont 5 victoires et non 7. Non, mais c'est pour ça que j'en parle là. Pour les 5 semaines qui restent, moi, comme je te dis, Marc... Je n'en parlerai pas, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler. Non, je comprends qu'ils ne sont pas mathématiquement exclus, mais ça prendrait... Non, regarde, ça n'arrivera pas. Dans le fond, là, les Browns l'emportent 27-14 contre les Texans. Comme on disait, c'était un match, là, dans le fond, historique pour les Texans qui se font battre par leur ancien corps arrière qui est payé puis qui n'a pas fait grand-chose dans ce match-là, finalement. Parlons d'un match vraiment plus intéressant. Les Vikings l'emportent 27-22 contre les Jets. Les Jets qui avaient un gros déficit, mais sont revenus de l'arrière pour se rapprocher des Vikings. Donc, le score est serré, mais le match ne l'était pas. Les Vikings avaient une large avance. Donc, gros match de la part des Vikings. Bravo la NFC! Bravo la NFC. Tu parlais d'une grosse avance. C'était 20-6 Minnesota à la mi-temps. Ouais. La différence dans ce match-là, c'est que les Jets n'ont pas été capables de compléter leur séquence. Les Jets ont eu 5 field goals dans ce match-là. En plus de ça, ils ont été arrêtés à la ligne de 1 en fin de match et ils ont été arrêtés à la ligne de 19. Donc, dans les 2 dernières minutes, ils ont eu 2 séquences. Une qui s'est terminée à la ligne de 1, une qui s'est terminée à la ligne de 19. Un problème de fin de séquence que les Jets ne sont pas capables de concrétiser avec des touchés. C'est là que ce match-là s'est joué. Si les Jets avaient été capables de concrétiser, ils auraient gagné ce match-là. Fait que pour moi, les Jets ont tous les éléments pour être bons. Il reste juste à tout mettre ça ensemble pour que ça finisse. Mais
pour moi, c'est pas une défaite gênante pour les Jets. Les Eagles qui l'emportent 35-10 contre les Titans qui en arrachent pour défendre la passe. Mais ça fait plusieurs semaines, puis là, ils ont été exposés, les Titans, carrément. Ça, pour moi, c'est le plus gros statement de la semaine. Je parlais la semaine passée de la défensive des Titans qui était une séquence de 8 matchs de suite, accordé 20 points ou moins. Ils se sont fait traverser par la passe. Jalen Hurts a connu le match de sa vie là, par la passe. Là. Mais juste, je t'arrête là, Jalen Hurts, c'est que je pense que, j'ai dit, Nick Sirianni, il a un bon plan de match, ils sont bien coachés. Quand il faut qu'il court, il court, il est capable de courir. Quand il faut qu'il passe, il passe. Il n'y a rien de forcé, puis le plan de match que les Eagles proposent sont adaptés à l'adversaire, puis c'est pour ça que moi, les Eagles, c'est du sérieux, parce qu'ils vont exploiter la faiblesse, puis ils ont toutes les armes qu'il faut. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a d'autres matchs que j'aimerais parler peut-être un peu plus là, qui s'en viennent, mais moi, je tiens à dire que les Eagles, gros statement, puis c'est pas une surprise, pour moi, c'est eux avec les Cowboys, les favoris pour remporter la NFC. Ça va être un ou l'autre. Mais j'en parlerai pas trop maintenant, mais on en parle bientôt. La victoire, c'est pas une surprise, c'est la façon. Ouais. C'est la façon qu'ils sont allés piétiner la défensive de Tennessee. Moi, c'est vraiment ça. Puis Tennessee a des grosses questions à se poser parce que moi je suis les Bengals, je suis les Chiefs, je suis les Bills. J'ai pas peur. J'ai regardé ce match-là, je peux dire que j'attends Tennessee, puis je me disais que c'est eux autres que je veux pogner dans les séries parce que je vais leur passer sur le corps, puis je courrai même pas, je vais juste passer, puis on va scorer des points. Là. Sinon, dans le fond, là, parlons des Seahawks-Rams. Un match beaucoup plus serré que je pensais. 27-23 de la part des Seahawks qui l'emportent in extremis contre les Rams. La blessure de Kenneth Walker a fait mal dans ce match-là pour les Seahawks. Ils se sont vraiment fait couper de cette option-là. Puis ça a comme dicté un peu le tempo du reste du match par rapport au temps de possession et tout ça. Mais malgré tout, ils s'en sortent avec une victoire. C'est ça qui compte, c'est positif. Mais oui, effectivement, ça a été plus serré que prévu. Ouais. Donc, je ne veux pas m'attarder trop là. Les Bengals qui l'emportent 27-24 contre les Chiefs dans un match extrêmement serré où est-ce qu'ils se sont échangés l'avance. Puis les Bengals, faites à noter, c'est la 3e fois de suite qu'ils battent les Chiefs. 2 fois en saison, 1 fois en série. Donc, et les 3 fois par 3 points. Donc, c'est des matchs spectaculaires. S'ils se revoient en série éliminatoire, c'est à encercler là, dans le calendrier. Et c'est à voir, parce que ça a été vraiment un super beau match. Puis, pour vrai, les deux équipes auraient pu gagner. Ça s'est joué à qui avait la dernière possession. C'était ça, ce match-là. Là. C'était ça, ce match-là. Pour vrai, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui a un meilleur trio de receveurs que Chase, Higgins et Boyd? C'est débile, là, ce trio de receveurs-là. Pour vrai, non, c'est que souvent, il faut inclure un tight end pour en avoir 3. Exact. C'est le trio de les 3 receveurs, là, c'est 3 excellents receveurs de passe qui pourraient être numéro 1 ou numéro 2 dans n'importe quelle équipe de la ligue. Pour eux, c'est hallucinant ce que les 3 peuvent faire. Puis T. Higgins, gros match dans la victoire. Sécuriser le coupe de 3e et quelque chose. Là, j'en avais parlé la semaine passée. Beaucoup de lancers back shoulder à T. Higgins. Là, tu rajoutes Jamar Chase dans le mix qui revenait de blessure. C'est juste débile. Puis le running back numéro 1, Mixon, n'était pas là. On s'en fout. Puis Ryan, 21 courses, 106 verges. Pas de stress là. Mixon, on te remplace. Il n'y a pas de stress là. Non, les Bengals s'en prennent au sérieux pour retourner au Super Bowl. S'en prendre au sérieux. Pour vrai, les Bengals sont 8-4, mais il ne faut pas oublier que leur début de saison a été difficile aux Bengals. Ils ont eu, je pense, ils sont partis 0-2. Fait que, ils sont quand même 8-2 depuis ce temps-là. Ils battent des bonnes équipes, les Bengals. Mais c'est souvent, tu l'as dit la semaine dernière, ils ont battu les Jets, les Bills, dans le fond, les Chiefs, les Titans, ils ont battu une couple de grosses équipes. Mais toutes les équipes qui sont en série, ils ont battu. Mais je tiens à dire que les Bengals aussi, c'est à prévoir un début de saison un peu plus lent, parce que souvent, l'équipe qui perd au Super Bowl ont joué plus, ils ont une plus courte off-season. Tu as l'espèce de goût amer de t'être rendu si proche. Puis là, il faut que tu repartes la machine, puis le moral, puis l'émotivité. Donc, ça prend du temps là, quand une équipe a perdu au Super Bowl de revenir en force, mais ils sont capables de le faire. Donc, ils sont vraiment, vraiment à prendre au sérieux, les Bengals, cette année. Là, je vois que ton sel, tu as envie de dire une stat, Marc? Non, mais c'est ça. Je voulais juste valider l'info là, des équipes que les Bengals avaient battues. À part eux, les Bengals, il y a 6 autres équipes qui sont présentement en série. Les Bengals ont battu 4 de ces 6 équipes-là qui sont présentement en série. Leur seule défaite contre une équipe des séries de la AFC, c'est leur défaite en début de saison contre les Ravens. Moi, je vous annonce que le prochain match entre les Bengals et les Ravens, qui est la dernière semaine d'activité, je vous le dis aujourd'hui, là, les Bengals vont gagner ce match-là. Puis ça il y a beaucoup de gens qui prédisent la même chose, Marc. Non, mais je vous le dis, là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont avoir battu presque toutes les équipes
qui font qui font les séries dans la AFC. Les Bengals, je pense que ce sont des prétendants sérieux. Hey Marc, juste te dire, là, Oui. les Raiders l'emportent 27-20 contre les Chargers. Allez. Josh Jacobs. Josh Jacobs, Davante Adams, sérieusement. Ouais, mais Josh Jacobs ouvre Davante Adams, puis Davante Adams ouvre Josh Jacobs. C'est wow! Pour vrai, c'est hallucinant. Cette équipe-là, en début de saison, je pense qu'il y avait beaucoup de nouveaux venus, dont l'entraîneur-chef. Je pense que ça a été difficile de mettre tout ça ensemble. Tout le monde arrivait avec des idées de où ils voulaient s'en aller. Puis je pense que là, ils ont vraiment compris comment jouer ensemble. Puis il en demeure pas moins qu'ils viennent de battre les Chargers. Puis c'est une défaite qui fait mauditement mal aux Chargers. Si on va dire les vraies choses, là. On disait les Chargers dans les dernières semaines, on en avait parlé dans les podcasts des dernières semaines à quel point on ne comprenait pas pourquoi les Chargers, ils ont tous les éléments. Puis moi, vraiment, là, je sais que tu en parles, là, mais moi, on commence, en tout cas, moi, je commence plus, là, mais je commence à être pas mal convaincu que c'est le coach le problème. Là, pour vrai, le plan de match ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens que tu ailles Eckler et que tu lui donnes le ballon juste 10 fois dans ce match-là, dans un match qui est serré. Ça ne fait pas de sens. Puis la force, c'est supposé de sa défensive, mais c'est le maillon faible de cette équipe-là qui n'est pas capable d'avoir un arrêt au bon moment ou de créer des revirements. Puis ils ont tellement, pour vrai, de joueurs défensifs excellents dans cette équipe-là. Je comprends pas. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas vraiment vu ce match-là. Mais comme tu as dit, défaite qui fait extrêmement mal aux Chargers. Puis les Raiders, dans le fond, des statistiques de fou par rapport à Davante Adams et Josh Jacobs. Exact. Quelque chose que tu veux dire de plus par rapport à ça? La seule chose que je veux dire, parce qu'on n'en parlera pas dans le portrait des séries, mais les Raiders en ce moment sont 5-7. OK? Puis honnêtement, de la façon qu'ils jouent, ils jouent vraiment bien. Leurs 3 prochains matchs, c'est les Rams, les Patriots et les Steelers. C'est 3 matchs qui sont potentiellement prenables pour les Raiders. On pourrait voir les Raiders avec une fiche positive dans 3 semaines, ce qui serait malade mental. Et tu imagines-tu? Ça serait fou, là. Parce que tu gagnes tes 3 prochains matchs, tu te ramasses à 8-7, ça serait débile. Hey, pour vrai, c'est faisable, c'est possible avec la séquence. On s'entend, dans la NFL, il n'y a pas de victoire facile, mais tu regardes les 3 équipes. Sauf les Steelers. Non, je le sais que c'est ton équipe, là, mais sur papier, les Raiders ont une meilleure équipe que les Steelers. Là, je m'excuse. Là. Sur papier, mais le papier. Change la calligraphie, puis regarde ça. OK, c'est bon. Mais par rapport, non, mais sur papier, ça veut rien dire, parce que sur papier, il y a plein de surprises qui arrivent. Ce que je veux dire par là, c'est que tout peut arriver, là. Oui, tout peut arriver. Il faut que les joueurs jouent et prennent l'adversaire au sérieux. Mais si les deux équipes se prennent au sérieux, je suis d'accord avec toi que les Raiders ont le edge. De la façon que les Raiders jouent depuis 2-3 semaines, s'ils continuent là-dessus, c'est envisageable de penser qu'ils peuvent gagner leurs 3 prochains matchs. Je vois pas comment la défensive des Steelers, de la manière qu'elle joue en ce moment, peut contenir Davante Adams. Mais par contre, pour contenir Josh Jacobs, pas de problème. Ils ont contenu Payne cette année, mais pas Davante Adams. C'est les receveurs. Quand AJ Brown était là, AJ Brown, il y a trois passes de toucher captées dans la première demi seulement, puis en haut de 200 verges à lui tout seul. Non, je vois pas comment ils vont pouvoir l'arrêter. Mais bref, ceci étant dit, on passe au dernier match, là, dans le fond, là, qu'on a vu, parce qu'on parlera pas, je vous rappelle, des Saints et des Buccaneers qui s'affrontent en ce moment. Les Cowboys l'emportent 54-19, alors qu'au début du 4e quart, c'était 21-19. Je suis allé me coucher, fait que j'ai pas vu ça. Mais je me suis levé, puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas, mais je tiens à dire que les Cowboys ont éclaté les Colts au 4e quart. Je sais pas c'est dû à quoi, mais pour vrai, c'est gênant. 33 points dans les 13 dernières minutes du match, c'est juste de penser à ça, c'est malade mental. C'est pas supposé arriver. 33 points dans les 13 dernières minutes je veux dire. Mais comme j'ai pas vu le match, je veux pas dire c'est dû à quoi, mais je tiens à dire que c'est vraiment impressionnant. Tu sais, puis pour vrai, moi je reviens, là, la défensive de Dallas, 3 interceptions, 3 fumbles dans ce match-là, dont un ramené pour un touché. C'est hallucinant ce que cette défensive-là est capable de faire. Rappelons, il y avait 2 équipes qui ne jouaient pas cette semaine. Il y avait les Panthers et les Cardinals. Donc, dans le fond, là, 2 équipes à 4-8. Donc, on n'aurait pas écouté ces matchs-là de toute façon. Mais, je ne veux pas être méchant. Mais c'était ça. Là, maintenant, là, avant d'aller au match la semaine prochaine, j'aimerais te parler de 2 choses, Marc. Je vais quand même parler là, un peu de la AFC, mais surtout de la NFC. J'ai 2 sujets chauds pour toi. Et on va en parler avant tout le monde, avant que les gens en parlent 17e, 18e semaine.
sais que je suis un Parfait. avant-gardiste, puis Oui, j'aime ça. je suis porteur Toutes les d'avenir. scoops, c'est à l'assistant podcast que ça se Hey, donne. mais c'est parce qu'on réfléchit 2 secondes, puis c'est pas juste des writers dans une autre room qui nous disent quoi dire. Bon, Ah, c'est ça, voilà. ceci étant dit, ok, donc la première chose que j'aimerais parler, c'est la AFC. En ce moment, très peu de changements, mais le changement à noter, c'est que maintenant, c'est les Bills qui sont Ouais, ça, rendus au sommet ouais. de la AFC avec leur belle victoire et la défaite des Chiefs. Donc, jumelé à ça, les Bills ont pris le contrôle de la AFC pour l'instant, mais c'est extrêmement mince. Les Bills sont premiers à 9-3, les Chiefs deuxième à 9-3 aussi, et les autres meneurs de division, les Ravens à 8-4 et les Titans à 7-5. Et là, s'ensuit les 3 équipes qui ont la position de wild card pour l'instant. Dans l'ordre, Bengals, Dolphins, Jets et les Patriots qui sont à un match des Jets et aussi les Chargers qui sont à un match des Jets. Donc, extrêmement serré puis ouvert. Comme tu as dit, une équipe que le vent dans les voiles, à 2 matchs, les Raiders. Puis leur calendrier rendrait peut-être ça possible. Surtout que les équipes vont commencer à s'affronter l'une contre l'autre en Ouais. division. Et les Jets, les Patriots et même aussi là, les Bills sont dans la même division. Donc, ils vont donner des défaites l'un et l'autre par rapport à ça. Exact. J'ai pas grand-chose à dire sur Le la AFC. particulier, Mon opinion n'a pas changé par rapport à la semaine passée. Moi, je vois mal, autant les Patriots que les Chargers, je les vois mal revenir dans une place en séries éliminatoires. Moi, je pense vraiment que les équipes qui sont là, ça va pas mal être ça pour la mais AFC. on s'en parle que les Bengals vont battre les Ravens Oui, dans la oui, oui, division. oui. On Mais les s'entend que Ravens vont finir par être wildcard oui, avec ça. moi, je suis convaincu que les Bengals vont finir par monter. Mais sinon, je pense pas qu'il va y avoir vraiment de changement à part l'ordre des wildcards. Là, tu sais, mais Ouais. moi, je pense que ces 7 équipes-là, c'est les 7 équipes qui vont faire les séries dans la AFC. Là. Là, parlons un petit peu de la NFC. J'ai 2 sujets plus précis à te dire. Oui. C'est que là, en top de division, en fait, top d'association, il y a les Eagles à 11-1. Ensuite, les Vikings à 10-2. Les 49ers à 8-4. Tampa Bay, meneur de division à 5-6. Juste un moment de silence par rapport à. Juste Peut-être 5 et 7 au moment où vous écoutez Hey, ce podcast-là. peut-être, on Peut-être sait pas. même. J'espère On une le fiche rappelle, ils gagnante. sont en train de jouer pendant qu'on enregistre. Ensuite, les 3 wildcards, Cowboys, Giants, Seahawks, et à un demi-match, les Commanders. À 2 matchs, dans le fond, Détroit, les Lions. Donc, moi, j'ai 2 sujets par rapport à ça à te dire. C'est que quand je regardais le calendrier aujourd'hui, Ouais. je me suis dit, je suis pas mal sûr que les Eagles vont finir premier. Ce qui fait que les Cowboys vont finir sûrement 5e parce que les Cowboys ont quand même un calendrier qui les avantage pour C'est ça. conserver ça. Pour moi, ça, c'est clair. Les positions Mais 1, 2, 3 et 5, pour moi, c'est réglé. Mais Marc, le problème, c'est ça l'affaire que je voulais te dire. C'est que les Eagles puis les Cowboys, comme ils sont dans la même division, l'affaire qui va se passer, là, à moins d'une surprise, à moins d'un wild card qui gagne contre un meneur de division, ce qui est fort probable qui va se passer, c'est que les Cowboys vont battre l'équipe qui est 4e. Et donc, si les autres équipes meneurs de division gagnent, les Cowboys iraient pour le premier match des Aigles à Philadelphie. Philadelphie. Fait que dans le fond, ça fait que l'autre demi-finale serait Vikings 49ers. Ouais. Et là, tu te rends compte que ces 2 équipes-là, tu sais, qu'on voit au Super Bowl, qu'on espère sur la demi-finale, ce match-up-là risque très, très fort probablement de ne même pas être en demi-finale, puis d'être la 2e semaine de série éliminatoire. Puis Absolument. moi, je vois peut-être le gagnant de cette équipe-là aller au Super Bowl, mais ces 2 équipes sont hallucinantes. Pour moi, 49ers puis Vikings sont pas tassés de l'équation non plus. Non, j'ai tassé pas l'équation, je parle de favoris. Mais c'est qu'entre les Vikings et les 49ers, moi, je vois le edge des 49ers parce que les Vikings, dans le fond, le problème, c'est la défensive donne beaucoup de points. Ouais. L'attaque est capable d'en marquer, mais pour vrai, Mais les 49ers, la défensive qu'ils proposent. On va se le dire, je voulais pas en parler tantôt, mais moi, les 49ers avec Purdy, moi, je me pose des sérieuses questions. Quand les équipes C'est mon deuxième sujet, Marc. OK. Mais Parce que j'aimerais ça que tu me dises avant. Oublie Purdy, puis pense juste du reste. Là. Mais oui, c'est ça. Moi, pour moi, les Eagles vont finir premier, les Vikings vont finir deuxième, les 49ers vont finir troisième, les Cowboys vont finir cinquième. Pour moi, ces 4 positions-là, c'est cané. Ça ne bougera pas de là. Les Seahawks ne remonteront pas les 49ers. Ça ne bougera pas de là. La position 4, ça va se jouer dans cette division de poche-là. En ce moment même, les Saints sont en avant. Là. Vous savez, ceux qui nous écoutez, vous connaissez l'issue du match. Mais en ce moment, les Saints mènent 7-3 sur les Buccaneers au moment où on enregistre. Fait que, tu sais, cette division-là, ça va être une division de c'est qui le moins poche de la gang.
Mais peu importe c'est qui va finir là, a zéro chance contre les Cowboys. Les Cowboys finissent 5e. Après ça, les 2 autres spots de wildcard, Giants, Seahawks, Commanders. Moi, je vois vraiment les Seahawks et les Commanders ayant un petit edge sur les Giants, surtout avec la cédule des Giants d'ici la fin de l'année. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment les Seahawks et les Commanders qui vont se faufiler, puis les Giants vont être la première équipe exclue. Mais ni les Seahawks ni les Commanders, très franchement, je vois ni l'une ni l'autre aller battre les Vikings et les 49ers. Quoique, avec Purdy, tu sais, je vais dévier vers ta deuxième question. Non, mais avant de t'en parler, tu me diras ce que tu veux après ma prémisse. Okay. Vas-y. Parce que c'est pas que je veux te couper, c'est juste que je veux que les gens comprennent vraiment pourquoi est-ce qu'on fait un big deal avec Brock Purdy. C'est que Brock Purdy, c'est le dernier choix du dernier repêchage. Le dernier choix, le 224e. Il y a 7 tours, 32 choix par ronde. Puis le problème, c'est que là, vous allez l'entendre beaucoup là, à la télévision, parce que San Francisco va avoir des matchs de prime time. Puis s'il y a un concept aux États-Unis, le dernier drafté, il l'appelle Mr. Irrelevant. Donc, monsieur qui n'est pas important. Qui veut rien dire. Ouais, qui veut rien dire. T'es pas relevant, donc t'es pas important, tu veux rien dire. Mm-hmm. Puis le problème avec ça, c'est que là, il y aura plein de stats de c'est le premier Mr. Irrelevant qui a lancé une passe de toucher. C'est le premier qui a complété une passe. C'est le premier qui blablabla. Et le problème, c'est qu'ils vont le dénigrer, ils vont remettre en question. Mais à la base, Jimmy G, tout le monde disait j'adore les 49ers malgré Jimmy G. Fait que toi, on les dénigre lui. Ils ont commencé avec Trey Lance. Trey Lance, là, qui ont drafté premier tour que personne voit bon en ce moment. Ils ont échangé là, 2 premiers choix pour pouvoir avoir accès à ce premier choix-là, donc devancer leur choix. Donc, ils ont payé vraiment un fort prix pour avoir un Trey Lance qui est blessé, que les gens ne voyaient pas bon au début de saison. Il était blessé. Les gens ont dit Alléluia, on va continuer avec Jimmy G. Jimmy G, victorieux, mais ça a pris quelques matchs à s'adapter. Et là, finalement, là, il y a Brock Purdy. Mais Brock Purdy, au premier match, alors qu'il n'y a aucun rep de starter, a extrêmement bien paru, avait l'air en contrôle, connaissait sa progression. Puis il a quand même fait aussi, tu dis, toi, tu as dit un petit peu le contraire pour la progression, mais en fait, à cause qu'il était tellement. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de temps pour sa progression. Donc, il a fait beaucoup à faire à son dépanneur. Les équipes vont s'agiter parce qu'ils vont se dire il est capable d'aller au dépanneur, donc ils vont laisser suivre sa progression. On va voir vraiment le prochain match, puis dans 2 matchs, comment ça se passe. Mais j'aimerais te ramener à quand les Eagles ont gagné leur Super Bowl il y a quelques années. Quand ils avaient drafté Carson Wentz, la sensation commence 11-1. Quand il se blesse, c'est Nick Foles qui remplace. Il y a eu des défaites gênantes, Nick Foles. Les gens disaient, est-ce qu'ils vont être capables, malgré lui, d'aller au Super Bowl? Puis chaque semaine était plus chancelant. Il était underdog, alors qu'il y avait une fiche de 13-3. Ouais. Puis qu'il y avait, comme, tu sais, c'était eux les premiers de la NFL. Puis il y avait une fiche qui était comme au sommet de toutes les fiches. Puis c'était eux quand même qui étaient underdog au Super Bowl. Parce que Nick Foles remplaçait. Mais la défensive était tellement bonne, les running backs étaient tellement bons, les receveurs étaient tellement bons qu'ils étaient comme soulevés par ça. Fait que moi, je veux pas commencer à dire que s'il gagne le Super Bowl, c'est une victoire plus impressionnante que Tom Brady quand il a eu son premier Super Bowl, comme certains analystes ont dit à ESPN aujourd'hui, puis j'étais un peu comme, hey, laissez-le tranquille. Là. C'est que, c'est quoi la différence entre un Tyler Haneke qui est un undrafted free agent, qui est un starter depuis 2 ans pour les Commanders, qui a fait ses classes puis qui est bon? Pourquoi est-ce que, tu sais, lui, on veut le tasser, ils ont tellement voulu le tasser qu'ils ont mis Wentz à la place, puis Haneke performe mieux que Wentz dans ce système-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on laisse pas la chance aux coureurs? Tu sais, les gens sont tellement remplis de fierté, les GM, ils vont donner 10 chances à leur premier choix parce qu'ils veulent pas se dire qu'ils se sont trompés, alors que lui, peut-être qu'il aurait dû être classé plus haut. Peut-être qu'il aurait dû techniquement être un choix de 4e ou 5e tour, mais là, c'était juste un choix de 7e tour parce que tout le monde avait son QB en début de saison. Tout le monde avait signé quelqu'un d'autre. Personne n'avait besoin d'un QB. Donc, les QB, ils ont poussé ça à la limite. Beaucoup d'analystes disaient que cette année, ça n'allait pas être un draft class, donc dans le fond, une cohorte de QB impressionnante. Fait que tous les choix sont allés vraiment tard, sauf les Steelers qui ont drafté en premier tour Kenny Pickett. Les autres sont allés un choix au 2e tour, un choix au 3e tour, puis le reste, là, entre 4 et 7. Tout le monde avait son QB de départ. San Francisco avait même pas besoin d'un QB. Il y avait Trey Lance, puis il y avait Garoppolo comme sûreté. Puis ils ont quand même pris au 7e tour ce gars-là parce qu'ils disaient, hey, on serait bête de ne pas le laisser passer. Mais si les 49ers avaient été 220e, il n'aurait pas été Mr. Irrelevant. Les gens auraient peut-être donné juste dit choix de 7e ronde. Puis là, maintenant, c'est le dernier parce que San Francisco avait le dernier choix. Fait que moi, je comprends que Brock Purdy, ça reste que c'est une transition de corps. Leur corps qui était vraiment partant pour moi, Garoppolo. Puis c'était pas Trey Lance, leur vrai corps partant, selon moi, à cause des 5-6 dernières années.
Mais le corps partant se blesse. Donc, c'est sûr qu'il y a une instabilité. C'est sûr qu'il y a un questionnement. Mais moi, je suis pas prêt à rayer San Francisco. La manière que ce gars-là il a joué alors qu'il n'y avait aucun rep de starter, c'était vraiment impressionnant. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir des défaites San Francisco à cause de l'ajustement que ce corps arrière-là. Les équipes vont tenter des affaires pour le déstabiliser. Certaines choses vont marcher. Il va devoir se réajuster, il va devoir apprendre. Mais moi, je fais confiance au coureur. Puis Brock Purdy, pour de vrai, la manière qu'il a joué avec ses 37 passes tentées, a pas eu l'air d'un 2 de pique. Il avait l'air en contrôle. Puis moi, j'enlève rien à ce gars-là. J'enlève rien à Garoppolo. Les succès de Purdy, ça veut dire que les systèmes fonctionnent bien. Ils ont des bons coachs qui l'ont bien préparé, puis ils étaient prêts à prendre la relève si jamais Garoppolo se blessait. C'est ça qui s'est passé. San Francisco reste une bonne organisation stable, longtemps gagnant. Puis c'est là que tu vois la différence avec les bonnes organisations et les mauvaises organisations. Puis il y a tellement d'aide autour de lui. Puis il veut pas. Quand tu es un backup ou quand tu es sur la practice squad, tu fais du scouting. Tu joues un peu comme contre la défensive partante, puis tu simules le corps de l'autre équipe. Fait que lui, souvent, il devait simuler le corps de l'autre équipe contre sa défensive. Mais c'est qui la défensive numéro 1 depuis 5 semaines? Voilà. San Francisco. Fait il pratique à chaque semaine contre la défensive numéro 1 de la Ligue. Certains diront les Jets. Ouais, C'est les Jets puis San Francisco, mais en termes de points loués puis en termes de verges données, c'est San Francisco. Fait que moi, je me dis, Brock Purdy, là, je veux pas avoir trop des hot takes sur lui, mais je suis prêt à laisser la chance au courant. Ça se peut que ça soit un désastre, qu'après 2-3 matchs, il y en ait trop sur ses épaules puis que ça marche pas. Mais je suis pas prêt à dire que parce que c'est Mr. Irrelevant ou parce que c'est un choix de 7e tour, je suis pas prêt à le rayer de la liste. Puis je suis pas prêt à dire que San Francisco, c'est fini. Moi, j'ai une part de doute, mais un peu comme quand Foles a pris la relève avec Carson Wentz. Fait que je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais moi je suis un peu choqué de la part des analystes un peu simplistes qui étaient juste prêts à rayer San Francisco ou à blaster Jimmy G pour dire ils ont jamais gagné grâce à lui. Non, donnons des fleurs puis du crédit à Jimmy G, mais ça veut rien dire par rapport à Brock Purdy. Puis la manière qu'il a joué ce match-là, il a extrêmement bien paru. Fait que, tu sais, pour de vrai match, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais viens pas me dire qu'il est irrelevant, puis viens pas me dire que parce que c'est un backup, on a vu ça dans un passé pas si lointain, des backups qui prennent la relève, puis qui envoient leur équipe jusqu'au Super Bowl, puis sont nommés MVP. Fait que fais attention à ce que tu vas dire, mais la parole est à toi. J'aime qu'avant de faire ce monologue de 6 minutes-là, tu aies dit je te fais un petit laïus puis je te laisse la parole après. Mais Je suis allé à l'essentiel. voilà, c'est ça. Mais je suis 100% d'accord avec ton propos. En fait, je vais être plus bref que toi. Pour moi, mon questionnement par rapport à Purdy, c'est est-ce qu'il va être capable de répéter dans les prochaines semaines ce qu'il a fait, malgré que là, les autres équipes vont se préparer en fonction de lui et pas en fonction de Garoppolo, puis que c'est un autre gars qui arrive, vont avoir du footage sur lui, les autres équipes vont se préparer en fonction que c'est lui le partant. Est-ce qu'il va être capable de le faire? C'est vraiment là la question. J'y laisse sa chance, puis pour vrai, il arrive dans un système où, honnêtement, ça serait impossible d'arriver dans un meilleur spot pour jouer tes premiers matchs comme QB. Tu as tellement d'armes. Tu as McCaffrey, tu as Kittle, tu as Deebo Samuel, tu as Ayuk. Je veux dire, tu as des armes à pu finir. Hey, mais le fait contre les Dolphins, peu importe avec qui tu joues, c'est contre qui tu le fais. Oui, ouais, c'est ça. Non, Tu sais, mais dans le sens mais où, c'est ça oui, qui le doit fait qu'on s'ajouter, fait c'est que moi, je fais confiance dans le fond, au coach, à oui, Shanahan. à Castanan, ben oui. Tu sais, moi, c'est plus, je fais pas confiance tout le temps au gars, je pense au coach et à l'équipe qui vont se dire, hey, Ouais, ils ont travaillé plus fort pour lui. Puis tu vois qu'ils ont joué tout un match contre une équipe de série qui est une des meilleures équipes de la ligue. Les Dolphins, là, sont invaincus avec Tua avant le match d'hier, quand Tua commence un match. ouais. Puis quand il finit. Ben, il a pas C'est fini le ça. match, mais tu sais, Ouais, merde. En tout cas, il a fini le match, il l'a fini. Là, ouais, il a fini, là. Le gars, il est arrivé pour une pause là, à la fin de la game. Mais c'est ça, pour moi, San Francisco, tu sais, puis on en parlait bon, ben, j'allais dire il y a 2 minutes, mais si tu rajoutes ton laïus, ça fait peut-être 10 minutes. Mais on en parlait. j'ai été très bref. J'ai été très bref, Marc. Pour moi, San Francisco reste une puissance dans la NFC. Mais c'est sûr que tu me donnes le choix. Est-ce que je préfère aller à la guerre avec Garoppolo ou Purdy? J'aime mieux y aller avec Garoppolo. On ne sera À pas de cause du cachette. passé, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un Ben meilleur oui. ceiling? Tu sais, on ne sait Ben, pas. peut-être, mais c'est pour ça que je dis on va donner la chance au coureur, on verra. Mais il en demeure pas moins que, à première vue, cette blessure-là de Garoppolo fait mal aux 49ers. Est-ce qu'ils vont être capables de s'ajuster? Est-ce qu'ils vont proposer quelque chose de bien? Je pense que oui, avec tout ce qui entoure ce gars-là. Je suis convaincu que ça va être correct. Mais est-ce qu'en série, ce gars-là va être capable de faire la différence comme Garoppolo quand ils vont arriver des matchs contre les Vikings, contre les Cowboys, contre les Eagles?
ben, c'est peut-être plus là qu'on va voir Mais l'impact de cette t'as culture-là. des gars comme des gamers, comme Joe Burrow, qui a sa deuxième année ou sa première vraie année complète, il met son équipe au Super Bowl. Oui, c'est une recrue, mais tu vois qu'il y a des gens qui l'ont, ils ont le hit factor. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort, il a pas les plus grandes mains, c'est pas lui qui court le plus vite, mais il est intelligent puis il a le hit factor. Burrow, là, tu regardes, Comment, là, comment tu sais la grosseur des mains de Purdy, toi? ben dans le fond, c'est tout est disponible sur Internet. Pour vrai, t'as la taille en pouces des mains. Pour vrai, tu peux aller checker ça. Puis t'es allé regarder ça J'allais checker ses live? stats. OK. Ouais, tantôt, là, j'avais du temps à perdre. J'allais voir ses stats, j'allais voir il a joué où au college, puis tout. Puis il a joué dans un bon système de jeu, là. OK. Il joue dans le Big 12, là, pour vrai. Fait que, tu sais, il est pas un petit deux de pique, là, Purdy. Fait que surveille ton langage, jeune homme. OK? Bon, ceci étant dit, ça, c'était par rapport au classement puis par rapport au truc Yes! à Ouais. surveiller. Ce qui est à surveiller, c'est vraiment comment les 49ers vont réagir, mais faut pas se fier à un match, pas celui qu'on a vu, ni au prochain. Si on sur une séquence, là, voyons jusqu'à la fin de la saison, comment est-ce qu'ils rentrent en série éliminatoire. Moi, ça me prend vraiment un 5 matchs de sample, comme on s'en parle, parce que c'est ça que les coordinateurs défensifs et offensifs vont vouloir avoir. Fait que d'ici Donc, la fin de la saison. Ouais. d'ici la saison, on va vraiment avoir un œil plus regard sur, un regard plus juste sur est-ce que cette équipe-là va se rendre loin en série ou pas. Mais en ce moment, je suis pas prêt à les discréditer, au contraire. Semaine 14, il y a un match du jeudi soir. Dans le fond, Raiders-Rams, c'est le match à gagner pour les Raiders pour se remettre dans la course en série éliminatoire. Mais il ne faut pas se faire surprendre par les Rams qui ont des jeunes recrues qui ont faim puis ils veulent se prouver parce qu'une équipe là, qui a plein de blessés et plein de jeunes recrues, c'est une équipe qui est imprévisible puis c'est une équipe qui veut se battre pour leur contrat pour l'an prochain. Donc, c'est niaiseux, mais c'est peut-être le pire moment de l'année pour affronter les Rams. ouais. C'est drôle à dire, là, mais moi, à la place. Tu sais, tantôt, je disais que les Raiders, c'est un match qui est clairement prenable. Puis les Raiders sont favoris dans ce match-là. Mais justement, pour tout ça, c'est une pleure de banane qui traîne à terre pour les Raiders. Il ne faut vraiment pas que tu t'en fâches dedans. Parce que les Rams, comme tu le dis, ils ont un corps arrière recru, ils ont des receveurs qui veulent se prouver avec tous les blessés que les Rams ont. Ils ont quand même un coach qui est un excellent coach, qui est capable d'amener des schémas de jeu intéressants, qui est capable de proposer des choses différentes. Tu veux vraiment pas l'échapper pour les Raiders. Même si c'est deux équipes qui ne jouent pas pour 500, pour moi, c'est un des rares matchs du jeudi, parce que depuis le début de la saison, on n'est pas gâté dans les matchs du jeudi. Il y en a eu quelques-uns. Thanksgiving, puis Ouais, un ou deux matchs avant. Thanksgiving, pour moi, c'est pas un vrai match du jeudi. Là, en tout cas, des matchs du jeudi traditionnels, là, juste un match le soir, on n'a pas été très gâtés depuis le début de la saison. Mais je pense que c'est un des matchs qui peut être quand même divertissant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de points sur le tableau. Ça va être un match divertissant, ce match le jeudi soir. Hey, beaucoup de matchs de division cette semaine aussi, là. Jets-Bills. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Jets Bills, c'est le match c'est le match important de 1 heure, ça, Jets Bills. Là. À 1 heure, c'est ce match-là que vous regardez. Les Bills qui, depuis quelques semaines, je le sais qu'il y a plusieurs analystes qui sont so convaincus. Oui, en demeure pour moi, j'en parlais tantôt, le jeu au sol des Bills me rassure beaucoup. James Cook qui a pris le lead. Les Jets, même s'ils ont perdu contre Minnesota, on a vu des belles choses dans ce match-là. C'est un match à ne pas manquer. C'est un match qu'on veut voir. Puis pour vrai, je le sais que sur papier, tout le monde va dire les Bills sont favoris. Les Bills sont favoris. Je ne serais pas étonné que les Jets battent les Bills. Ça va être un super beau match. Je ne sais pas la température qu'ils annoncent parce qu'à Buffalo, à ce temps-ci de l'année, ça se peut qu'on ait une tempête de neige, ça se peut qu'ils ventent, puis ça se peut que ça vienne influencer le match. Il va faire froid, sûrement. Il va faire froid. Fait que ça aussi, ça peut venir influencer le match. Fait que un match à ne pas rater dimanche. Browns-Bengals. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Non, mais d'entrée de jeu, je te dirais que les Bengals sont clairement favoris, mais d'un autre côté, un match de division, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Deshaun Watson, ça va être son deuxième match depuis son retour. Fait que, ça risque plus rodé. C'est pas surprenant qu'un corps arrière qui n'a pas joué depuis plus d'un an. Non, exact. Ça reste mal, c'est normal. Non seulement c'est son premier match pas en presque, mais en 1 an et demi. C'est une nouvelle équipe, un nouveau système. Il n'a pas pu pratiquer beaucoup. Fait que, tu sais, Deshaun Watson va être meilleur. Fait que, tu sais, les Browns, je les prends pas pour battus dans ce match-là, mais c'est sûr qu'à première vue, c'est un duel qui peut sembler inégal. Tu parles au duel inégal, tu aurais dû garder cette phrase-là pour le prochain match. Ouais, Cowboys, Texans. Au moment où je disais inégal, mes yeux sont retournés sur mon oreille. Marc, toi, t'en as manqué une. Là. Mais quand on parle de match inégal, est-ce que les Cowboys marquent 60 points cette semaine?
Non, parce qu'ils vont arrêter. Dans le sens qu'ils vont. Les Cowboys, ils l'ont fait quelques fois cette année. Contrairement à d'autres équipes, ils enlèvent leur partant. C'est arrivé une couple de fois où tu le disais aux Eagles à un certain moment contre Ils les enlèvent pas les Steelers, justement, ils les enlèvent pas leur partant. Les Cowboys, ils les enlèvent leur partant. Ils l'ont encore prouvé. Même s'ils ont écrit 33 points au quatrième quart, ils ont enlevé leur partant à un certain moment au quatrième quart. Tu vois Fait que qu'ils moi, ont le big picture, là. C'est le fun. ouais, c'est ça. Fait que moi, je m'attends que les Cowboys jouent avec leur partant une demi, trois quarts, puis qu'après ça, ils enlèvent leur partant, puis qu'ils se reposent. Fait que les Cowboys vont gagner facile, mais ça ne sera pas un blowout. Non, c'est ça. Dans le fond, là, un match divertissant, là, Vikings-Lions. Oui. Match de division. Ça, pour moi, c'est le deuxième match à ne pas manquer à 1 heure. Dans votre split screen, là, vous regardez Vikings-Lions comme match numéro 2 à 1 heure. Ça aussi, c'est une pleure de banane qui traîne par terre pour les Vikings. Je ne Les serais pas Lions étonné. qui peuvent te mettre 40 points. Là, Les Lions qui peuvent te mettre 40 points contre une défensive quand même généreuse des Vikings. Je ne serais pas étonné que les Lions marquent beaucoup de points dans ce match-là. Les Lions qui ont fait travailler fort les Bills là, à Thanksgiving, justement. C'est aux Ouais. dernières secondes. Ce match-là peut se jouer jusqu'aux dernières secondes. Ils ont la défensive qui peut créer des revirements, mais une défensive des Lions qui peuvent donner quand même beaucoup de points. Mais ils sont capables de mettre de la pression sur un corps. Mais les Vikings, là, pour de vrai, ils peuvent mettre aussi des points avec Jefferson. Oh oui, c'est hallucinant. un match qui pourrait se terminer 40-37, là, quelque chose comme ça. Là. C'est un match avec des possessions pas très longues, mais beaucoup de scores, j'imagine. Donc, un match à regarder. Un autre match de division, parce que comme je dis, là, c'est vers la fin de la saison, donc c'est ça qui s'en vient. Eagles-Giants. Quand même un match à surveiller. Il faut que les Eagles, là... c'est votre match numéro 3 dans votre écran split screen à 1 heure. Très franchement, je vois mal les Giants offrir une grande opposition aux Eagles, mais il en demeure pas moins que dans tous les matchs qu'on a nommés jusqu'à date, c'est probablement le match qui a les plus grandes implications pour les séries, avec le match des Bills et des Jets. Fait que c'est un match qu'on veut voir parce que c'est un match c'est ça, qui va mener aux séries, qu'on veut voir des équipes de séries. Moi, je vais aller un peu plus loin, c'est un match de division. Puis avec la défensive des Giants, est-ce que les Giants vont être capables de museler les Eagles? Puis c'est ça que je veux voir comment est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ont tout le potentiel pour pouvoir le faire, mais il faut que l'attaque des Giants reste sur le terrain. Puis je pense qu'il y a là le bémol, c'est que l'attaque des Giants ne va pas être capable de rester sur le terrain assez longtemps pour reposer la défensive. Donc c'est une question de temps, mais les Eagles vont prendre le contrôle du match assez vite, je pense. Mais que la deuxième mi-temps, les Eagles, un peu comme tu dis, tu sais, peu importe à quel point la défensive des Giants est bonne, si tu n'es pas capable de matcher le temps de possession des Eagles, puis que ce soit autour de 50-50, si les Eagles ont l'avantage au temps de possession, c'est sûr qu'ils vont finir par te faire mal. Ça ne passera pas. Exact, autre match de 13h et aussi un match de division, les Ravens contre les Steelers. Et Marc, avant que tu proposes, là, je t'avais dit dans le fond ton devoir de match, mais je veux te donner le choix cette semaine. Parce que dans le fond, les Ravens, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Puis les Steelers, c'est mon équipe à moi. Tes Packers sont en bail cette semaine. Tu n'as pas vu les Steelers. Puis ça, c'est un match où est-ce que les Ravens sont en série. Les Steelers sont sur une séquence de victoires. Je te propose deux options, Marc. C'est drôle, hein? Ravens, Steelers. Avant que tu me proposes tes deux options, j'allais te dire que mon hot take de la semaine, c'est que les Steelers vont battre les Ravens cette semaine. C'est un hot take. Les Steelers vont battre les Ravens. Ça, c'est juste un fait, Marc. C'est mon hot take de la semaine, ça. Mais c'est ça, c'est que je voulais t'offrir... Je sais même pas si Lamar va jouer. J'ai même pas vu les nouvelles. On est lundi soir. Je sais pas s'il y a eu des nouvelles par rapport à Lamar. Il va-tu jouer, il va-tu pas jouer? Mais même si Lamar, il joue, mon hot take de la semaine, c'est que les Steelers battent les Ravens. Hey, mais je t'offre, Marc, l'option entre Ravens, Steelers ou Jets, Bills. Je te donne le choix. Tu regardes les Steelers avec Kenny Pickett. Je pense que je vais prendre les Ravens contre les Steelers. Wouh! OK. Est-ce que moi, j'ai l'autre match d'abord? Non, non, regarde ton match à toi. Moi, je regarde tout le temps à la fin, mais je vais te proposer un choix à la fin. OK, parfait. Mais on va dire les autres matchs, mais c'est ça, c'est que je voulais t'offrir le choix parce que j'ai pensé après. Je me suis dit, tes Packers jouent pas, fait que je pourrais t'offrir comme cadeau mes Steelers, que t'as pas vu vraiment de l'année, puis voir un peu ce que t'en penses. En ce moment, ils ont une meilleure fiche que les Packers. De loin. De loin, Marc. C'est ce que tu penses. Mais c'est plus. La réalité est plus signifiante que ça. Non, sinon, parlons.
Autre match de division, encore une fois, les Jaguars contre les Titans. Là, par contre, les Titans vont bounce back, puis les Jaguars avec leur perte, Travis Etienne, puis Trevor Lawrence. Je vois mal. Pour moi, la défaite de la semaine passée. La défaite de la semaine passée des Jaguars contre Détroit a vraiment sonné la fin là, pour les Jaguars. Moi, je pense que ça va être d'ici la fin de la saison. Je vois mal les Jaguars bounce back. J'ai l'impression que ça va aller un peu en pouet d'ici la fin de la saison. Pour les Jaguars, c'est plate parce qu'il y a des bons éléments. Mais là, avec les blessures, plus une défaite vraiment humiliante contre Détroit, je pense pas que ça va se passer. Ça marchera pas, non. Les Titans, avec aussi, eux aussi se sont fait humilier la semaine passée. Eux autres, ils s'écraseront pas. Là. Eux autres, ils vont bounce back puis ils vont faire statement la semaine prochaine. Maintenant, la division, ils ont de la fierté, ils veulent gagner leur division, ils vont bounce back, c'est sûr, ils vont trouver des ajustements. Ouais. Puis, c'est ça, les Jaguars, je pense pas qu'ils auront le potentiel à l'attaque pour équilibrer ce que les Eagles ont fait. Maintenant, parlons Chiefs, Broncos. Broncos ont beau avoir une bonne défensive, tu battras pas les Chiefs là, cette semaine. Là. Surtout que les Chiefs ont perdu le premier rang de la conférence. Ils voudront pas tomber sur une séquence de défaites. Là. Aucune chance que les Chiefs perdent. Ma question pour toi, c'est est-ce que les Panthers de Sam Darnold vont battre les Seahawks de Geno Smith? Juste mentionner qu'aujourd'hui, les Panthers ont libéré Baker Mayfield. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ouais, mais je ne veux même pas en parler parce que Baker Mayfield. Je veux dire parce qu'on parle des Panthers. Là. Ils vont avec Walker. PJ Walker, ouais, c'est ça. PJ Walker. Walker. C'est ça. Ce que ça veut dire, pourquoi j'allais sur ça, c'est que pour moi, ce que ça veut dire, c'est que clairement, les Panthers, ils vont avec Sam Darnold. Sam Darnold, c'est leur homme. C'est leur homme de confiance. Je parlais de pleurs de banane. C'est un autre pleur de banane pour les Seahawks aussi. Là. Il y a quelques matchs pleurs de banane avec un bye week des Panthers. Les Panthers, Sam Darnold qui est revenu, qui a eu un bon match, son dernier match. Là, tu as un bye week. Tu te prépares en fonction des Seahawks. C'est un match à ne pas échapper pour les Seahawks pour le portrait des séries. Mais d'un autre côté... Les Panthers, ils peuvent quand même gagner leur division. Les Panthers sont là. En ce moment, je le redis, on enregistre pendant le match des Saints contre les Buccaneers. C'est la mi-temps, les Saints mènent 10-3 à la mi-temps. Donc, les Panthers pourraient se retrouver à un seul match de la tête de division. Fait que les Panthers sont autant dans la course aux séries que les Seahawks. Fait que pour vrai, c'est un match, même si ça peut paraître étrange, c'est un match que je conseille à 4h25. Ouais, parce que c'est un match, les équipes vont se battre. Là. Ouais. Ils vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Fait que, à regarder. Là, les Buccaneers contre les 49ers, quoi de mieux, dans le fond, pour la jeune recrue Purdy que l'excellente défensive des Buccaneers qui pourrait vraiment là, faire des ravages contre un jeune corps? Ben, l'excellente défensive de Buccaneers, là... contre la course, fait que t'es force à passer. On a eu un enjeu, là, sur notre discussion de fantasy là, par rapport à la défensive des Buccaneers. Il va falloir arrêter de parler de la défensive des Buccaneers comme étant une défensive élite. Là. Pour vrai, les Buccaneers, il n'y a rien qui marche dans cette équipe-là. Là, pour vrai, là. On va arrêter de se mentir. Là. C'est plus une défensive élite, les Buccaneers. Ils ont perdu beaucoup d'éléments. Ils ont des blessures. Les Buccaneers, c'est plus une si bonne défensive que ça. Les 49ers, j'ai hâte de voir ce match-là pour voir comment Purdy va se préparer justement avec tout ce changement-là. Ça risque que c'est un changement de vie, là, de passer de corps arrière, substitut, t'es drafté cette année, puis là, tu deviens corps arrière partant d'une équipe qui a des chances d'aller au Super Bowl. Fait que j'ai hâte d'avoir toute cette pression-là, cette préparation-là, comment ça va jouer avec Purdy. Mais il en demeure pas moins que les 49ers sont favoris dans ce match-là. Mais c'est un match quand même à ne pas manquer parce que ces deux équipes, encore une fois, les Buccaneers se battent pour une place en série. Les 49ers se battent pour essayer de finir le plus haut possible parce qu'ils sont quand même encore... leur division n'est pas encore gagnée face aux Seahawks. Fait que ça va être un bon match à 4h. Hey, vraiment. Là, dans le fond, c'est sûr qu'on va pas se mentir. La dette des 49ers est élite. Oui. Mais c'est sûr que les Buccaneers, dans le fond, ça reste, c'est que c'est une chaîne. Hein. Quand l'attaque n'est pas capable de rester sur le terrain, puis tu as une def épuisée qui en arrache un peu, les deux, c'est de pair. Les deux, ça se complète. Puis quand il y a une phase du jeu qui ne marche pas, ben l'autre phase souvent finit par décrocher. Là, un match prime time que t'es flex. Vas-y, Marc. J'allais dire, le football, c'est le sport par équipe par excellence. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ça a un impact sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment le sport d'équipe par excellence, le football. Surtout à ce temps-ci de l'année, les joueurs sont épuisés, ils reviennent de blessures, ils ne sont pas à 100%, ils jouent malgré des doigts qui ne ferment pas, qui n'ont plus de force, ils se tapent tout.
ils se tapent des chevilles, ils se tapent des coudes, ils ont des attelles partout. Donc là, c'est le temps où est-ce que là, il faut que tu sois capable de faire reposer l'autre phase de jeu, peu importe c'est laquelle. Là, les Dolphins contre les Chargers, un match qui a été déplacé prime time parce qu'il y a quand même des implications. Les Dolphins qui viennent de perdre un match, les Chargers aussi, puis les deux équipes là, se battent pour soit une place en division ou pour gagner leur division. Donc, quand même, ils veulent une place en série éliminatoire pour les Chargers. Puis les Dolphins aimeraient ça peut-être rattraper les Bills devant eux. Yes, sir. Toi, t'es pas plus hype pour ce match-là ou tu prévois déjà dormir à cette heure-ci? Honnêtement, je prévois dormir. Pour vrai, les Chargers, je suis tellement déçu de leur saison. Je suis tellement déçu des choix de jeu. C'est drôle parce que j'avais vraiment... Pour ceux qui veulent là, aller réécouter les épisodes du début de la saison du podcast, j'avais un gros hype pour les Chargers. Je trouvais que cette équipe-là avait énormément de choses impressionnantes sur papier. Tu avais une bonne ligne à l'attaque, tu as un des top corps arrière de la ligue, tu as un corps de receveurs qui est excellent avec Mike Williams et Keenan Allen, tu as Eckler dans le Tantôt, tu me backfield. disais nomme-moi en trois, ça serait les Chargers. Et c'est ça que j'allais dire. Puis pour vrai, défensivement, ils ont une excellente défensive, mais ils se trouvent toujours une façon de se serrer dans le pied. Je suis vraiment, vraiment déçu par la saison des Chargers. Il y en a un pour moi qui sont encore dans la course aux séries éliminatoires. Tu n'as pas le choix de gagner ce match-là pour te donner une chance. Mais je suis très, très déçu de la saison des Chargers. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être que je suis under-hype par ce match-là. Parce que j'ai l'impression que les Chargers sont. Et moi, je suis hype pour les Dolphins. Oui, tu sais, les ça, Dolphins, oui, là, qui sont impressionnants. Je suis hype. Le genre de voir Tua qui est imbrisable. Ce gars-là, back de leur défaite contre les 49ers. Là. Oh mon Dieu, ce gars-là, il se fait comme plier en deux il y a 2 semaines, amoché aux chevilles, commotion cérébrale. C'est une saison, là, pour vrai, là, il en enlève 5 à long terme, cette saison. Ah, c'est fou, ouais. Là, sinon, match lundi soir, moi, c'est ce match-là qui va être un peu under-hype, mais on enregistre lundi prochain parce que je suis indisponible là, pour les autres soirs d'enregistrement. Oui. Donc, ça tombe bien, on va enregistrer pendant Patriots-Cardinals. On manquera pas grand-chose. C'est un match que je conseille. Peu importe qui gagne, ça donne des faux espoirs à leurs partisans. Je trouve ça décevant. Mais, des faux espoirs. Si les Patriots gagnent, ça les garde dans la lutte. Là. Les Cardinals sont morts et enterrés. Pour se faire éclater par les Bills ou les Chiefs qui vont finir deuxième. Fait que t'as l'honneur d'aller à Arrowhead Stadium ou te les geler à Buffalo aux Bills. En tout cas, c'est pas un match vraiment en tout cas, qui me dérange. En tout cas, peu importe. Avant que tu me donnes mon choix pour le devoir de match, il y a 6 équipes en bail. Je comprends pas. La semaine dernière, 2. Le calendrier est fait que soit il y a trop d'équipes en bail, soit il n'y en a pas assez. T'as pas donné 4-4, c'est vraiment étrange. T'enverras une autre lettre à la NFL pour te plaindre, comme tu le fais à chaque semaine. Là, ces équipes qui... les auditeurs ne savent pas si c'est vrai ou pas, s'il y a comme un non-dit. On garde le mystère. On garde le mystère, on va le dire à la saison 2. Roger Goodell. Dans le fond, il y a 6 équipes qui ne jouent pas cette semaine. Les Colts, les Saints, Falcons, Bears, Commanders et Packers. Donc, c'est 6 équipes-là qui ne jouent pas cette semaine. Marc, c'est quoi mon choix pour le devoir de match? Je te donne 2 choix, puis peut-être que ça ne fera pas ton bonheur, mais je te donne quand même 2 choix. Soit le match Panthers-Seahawks ou Buccaneers-49ers. Vous ne le voyez pas, mais en ce moment, Julien vomit dans sa bouche. Oh mon Dieu, mais c'est parce qu'on s'était dit des équipes qui étaient... Ce sont 4 équipes qui sont dans une lutte intense pour une place en série. J'ai les équipes, ça fait plus longtemps que je n'ai pas vu. Puis j'ai pas vu les Panthers de Sam Darnold. Puis les Seahawks sont plus avec Geno Smith, à part la saison 1, puis la semaine 1 puis la semaine 4. Je n'ai pas vraiment vu des matchs complets d'eux autres. Fait qu'il faut que j'aille avec eux. Ils sont en lutte chaude pour soit leur mener la division ou pour la place de wildcard. Donc les Seahawks, j'ai pas le choix d'aller avec eux. Parce que vraiment, c'est 2 équipes, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ça me fait plaisir de les voir. Puis t'en parler, parce que j'ai eu un devoir de match sur les Panthers il y a quelques semaines, mais c'était pas du tout la même game. C'était avec Walker. Ouais, puis, c'était un match quand même haut en couleur.
Je suis content que tu prennes ce match-là parce qu'avant de te donner un choix, c'était lui que je voulais te donner. Mais vu que tu m'as donné un choix, je me suis dit que j'allais t'en donner un autre puis te remettre parce que je trouvais que les 49ers, c'était intéressant d'avoir de match justement pour voir Purdy, comment il allait s'ajuster puis tout. Mais j'ai pas envie de voir cette semaine 2. Ou au pire, Ouais, je le regarderai quand même, mais je verrai les résultats pour les highlights. Non, c'est ça, c'est correct. En plus, je les ai regardés moi aussi la semaine dernière. Ouais, c'est un match ça, vraiment ouais. divertissant en prime time. Parfait. Non, ça va. Hey, mais c'est pour. Panthers, Seahawks, ce sera. Ça va être le fun. Hey, pour vrai, Marc, ça va être une semaine vraiment importante au niveau des séries éliminatoires. Puis une semaine haute en couleur quand même. Là, beaucoup de blessures. Là. J'ai hâte de voir comment les équipes vont s'ajouter par rapport à ça. Mais c'était une super belle fin de semaine de football. J'en souhaite une bonne à venir. Puis plus les matchs ont un enjeu, plus c'est intéressant selon moi. Oui, clairement. Donc je trouve ça malade mental. Fait que là-dessus, coach, je passe une super belle fin de semaine. Je réfléchis à quelque chose. Je réfléchis à quelque chose. Je me demande si j'ai. Je me demande si j'ai pas un autre hot take. Hey, j'ai un hot take, la gang. Oh mon Dieu. J'ai un long shot. Mon hot take, c'est que les Steelers vont battre les Ravens dans mon devoir de match. Puis mon deuxième hot take, c'est que lundi prochain, quand on se reparle, les Panthers sont premiers de leur division. Oh! Si ça arrive, c'est presque arrivé. L'autre fois que tu as collé quelque chose comme ça, c'était arrivé à un jeu. Vrai, les Saints vont battre les Buccaneers ce soir. La semaine prochaine, les Buccaneers vont perdre contre les 49ers et les Panthers vont gagner contre les Seahawks et les Panthers vont être premiers de leur division la semaine prochaine grâce à leur fiche intra-division. Parce qu'il va y avoir triple égalité à 5 et 8 dans cette division-là. Et les Panthers vont être premiers à 5 et 8 dans la division lundi prochain. C'est mon hot take de la semaine. On finit le podcast là-dessus. Là-dessus, coach, bonne semaine de football, puis on va surveiller ça avec grande attention. Yes. Hey, bonne semaine. Ciao. Ciao.